t'es le mec qui a fait 15 boîtes en 15 ans. 15 boîtes en 15 ans. La vie d'entrepreneur, de toute façon, tu le sais, c'est un grand 8 permanent. Par contre, ce qui compte, c'est que le grand 8, il soit ascendant. Tu regardes la courbe. C'est d'arriver d'une galère à en faire une nouvelle opportunité, pourquoi pas une embellie. Et à un moment donné, pour passer au niveau supérieur, tu dois déconstruire certaines choses pour en reconstruire de nouvelles. Mais je trouve du temps pour ma famille, vraiment. Je trouve du temps pour moi, vraiment. Et je trouve du temps pour mes sociétés, vraiment. Je suis sorti de l'opérationnel depuis 2017. Toutes mes boîtes sont géniales, mais c'est pas forcément des boîtes à mission, à impact. Et j'avais envie d'impacter, de contribuer, de servir à quelque chose. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat. Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. J'ai une petite tradition sur ce podcast. Ouais. C'est que je ne présente jamais mes invités. D'accord. Tout simplement parce que l'idée même du multipreneuriat et de ce podcast, c'est que moi, je ne savais pas comment me présenter au début. Ah ouais. Eh ouais. Le pitch elevator. Exactement. Tu sais, quand tu es sur... tu le sais, hein, quand tu vends autant des burgers... c'est difficile de résumer en une phrase tout ce que tu peux faire, c'est ça? C'est ça. Et, ouais. Et en même temps, tu n'as pas envie non plus de saouler les gens en mode « je fais ça, 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 ça ». Ouais. Donc toi, aujourd'hui, comment tu te présentes? Comment je me présente? Ouais. Ah, attends, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 38 ans. Je suis marié depuis 13 ans et heureux papa d'une petite fille de 7 ans. Okay. Et je suis aussi le fondateur et l'actuel dirigeant du groupe Empreinte. Tu vois, je m'arrête là. Bam. Et comme ça, les mecs, ils disaient soit OK, merci, salut. Soit ah, mais Empreinte, c'est quoi? C'est intéressant. Tu me présentes aussi la famille directe. Ah ouais, toujours. C'est important. Bah ouais, c'est très important. Pour moi, je me résume pas juste à mon métier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je t'avoue d'ailleurs qu'il y a plein de fois, quand je savais pas encore comment me présenter avant le terme multipreneur, je faisais même des jeux pour esquiver cette question et aller sur des trucs plus profonds parce que le métier, ça nous définit pas au final. Ça fait pas... Complètement. Pas que ça, quoi. Et sur le métier, quand j'avais du mal à exprimer tout ce que je faisais, je disais je suis réparateur de briquets jetables. Ok, énorme. Du coup, les gens qui étaient intrigués, tu vois. Et puis ça, tu vois, ils se souvenaient de moi, du coup. Ouais, c'est pas mal. T'as aussi une autre formule pour te présenter. D'ailleurs, c'est un peu ta tagline sur LinkedIn. C'est que tu dis que t'es le mec qui a fait 15 boîtes en 15 ans. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors ça, je vais casser un mythe chez toi, tu vois. Je vais te donner un grand secret, c'est que c'est du marketing. Je trouvais ça bien, tu vois. 15 boîtes en 15 ans, tu vois. 15, j'ai trouvé ça stylé. Mais en fait, c'est totalement faux. Il y en a plus, c'est ça. J'adore. C'est 23 en 14 ans. Ah, mais du coup, je trouvais que ça sonnait pas bien, tu vois. Donc 15 en 15 ans, tu vois. Propre. Voilà, et je vais garder ça. Toi, tu dis 15 boîtes en 15 ans. Du coup, 23 boîtes en 14 ans. Par quoi t'es passé? Qu'est-ce que t'as lancé en premier? Tu vois, en fait, juste, j'aimerais bien que les personnes qui te découvrent, ils aient un peu ton histoire, juste pour comprendre, ok, si le mec, il est là aujourd'hui, il est passé par ça. Ouais. Et comprendre de manière logique comment t'es arrivé ici, tu vois. Bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, pour te faire un petit peu le résumé, moi, je suis fils d'ouvrier du bâtiment, mon papa, et ma maman assistante maternelle. Et en fait, il m'avait dit, fais tout ce que tu veux, sauf du bâtiment, mon papa, depuis que j'étais tout petit. Et en fait, je me suis pas du tout reconnu dans le système scolaire standard, tu vois. À l'école, j'étais très bon jusqu'au collège et j'ai totalement décroché au lycée. Et donc, à tel point que j'ai raté mon bac. Bon, après, je me suis pas trop donné les moyens parce que je suis allé à la moitié des épreuves ou même pas. Et à l'issue, je me suis dit, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut travailler. Et je suis parti au Luxembourg et j'ai bossé dans le bâtiment. Pourquoi dans le bâtiment? Tout simplement parce que mon père m'avait dit, fais tout ce que tu veux sauf du bâtiment. Sauf qu'il s'était pas rendu compte qu'il m'avait transmis son savoir sans même le vouloir. Énorme. Moi, j'ai une capacité, c'est que quand je vois les choses, j'arrive, tu vois, j'ai de la chance, je suis manuel, vraiment. Donc, j'arrive à les reproduire. Et en fait, j'ai baigné là-dedans. Toutes mes vacances scolaires, je les ai passées avec lui. Dès que j'avais un petit peu de temps, je bricolais, tout simplement parce que les petites voitures et tout ça, j'en avais quand j'étais petit, mais ça m'intéressait pas vraiment. J'allais dans l'atelier de mon père, je plantais des clous, il y avait une chignole, je faisais des trous à la mano. Et donc, forcément, ça me plaisait et ça me paraissait facile. Donc, à mes 18 ans, je suis parti au Luxembourg et j'ai fait ça. Pourquoi le Luxembourg? Pourquoi? Parce que je m'étais dit que là-bas, on pouvait gagner un petit peu plus d'argent qu'ici. Ouais. Et j'avais envie d'ailleurs. Et j'avais une de mes sœurs qui habitait en Belgique.
D'accord. C'était Ok. pas très loin. Je m'étais dit, j'ai un point d'attache là-bas, ça peut être cool. Parce que toi, t'es originaire de Montpellier à la base. Alors, je suis né à Béziers, Ok. mais à l'âge de 4 ans, mes parents sont repartis vivre dans l'est de la France. Ok. Eux, ils sont originaires de là-bas. Mmh. Moselle et Meurthe-et-Moselle. Donc, Ok. de 4 à 14, 15 ans, j'étais là-bas. Et puis après, je suis revenu ici. Puis après, je suis reparti là-bas. Puis après, je suis revenu ici. Ok. Et donc, du coup, tu pars là-bas, tu te lances ouvrier dans le bâtiment. Ouais, du coup, ouvrier dans le bâtiment, Luxembourg. en mode imposteur. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire toutes les agences d'intérim. J'ai à peine 18 piges et je dis à tout le monde bonjour, je suis chef d'équipe en maçonnerie. Ah non. Il y en a qui me disent t'es chef d'équipe de quoi? Limite, tu viens de naître. Je dis faites-moi confiance, je suis né là-dedans. De toute façon, vous avez besoin de quelqu'un. Donc, je fais 1, 2, 3, 10, 15, 20 agences. Ok. Et à un moment donné, il y en a une qui craque, qui me donne ma chance. Ça se passe super bien. Au début, c'est difficile parce que forcément, manager des mecs qui sont beaucoup plus vieux que toi, etc., c'est un peu compliqué. Mais bon, en fait, ça se fait quand tu prouves que tu es légitime. Toujours pareil, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, ta couleur de peau, etc. Donc ça dure en gros 1 année et demie, quelque chose comme ça. Ok. Pendant 6 autres mois, je reste là-bas quand même. Et je dis à l'agence d'intérim, écoutez, faites-moi faire tout ce que vous voulez. Mais tout. Elle me dit, mais comment ça, tout? Mais je lui dis, oui, vous m'avez fait confiance. Continuez à me faire confiance. Moi, je veux manger de tout. Je veux essayer tout. Le mec était déjà multipreneur avant même voilà. avant même de lancer sa boîte. En fait, tu vois, voir des choses et tout. Ouais. Elle me dit, mais tout. J'ai dit, oui, j'en ai rien à faire. Franchement, vous me faites faire tout. Donc, j'ai bossé dans un truc de bagnole de luxe. Ok. Je faisais les nettoyages. Après, je faisais une partie des ventes. J'ai fait dans une boulangerie. J'ai bossé dans une usine de métallerie. Enfin, j'ai fait plein de trucs pendant 6 mois, des petites missions. Une semaine, 10 jours, etc. Et puis au bout de 6 mois, j'étais content parce que j'avais vu plein de trucs, mais rien ne me plaisait plus que ça. Tu vois, j'ai pas eu d'illumination en mode waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'aime bien toucher à tout en fait. Et je suis rentré du coup sur Montpellier, puisque mes parents sont de là maintenant, donc enfin habitent ici à Béziers, donc je me suis dit ok, voilà, j'ai ce point d'accroche là. 1 an et demi à nouveau, non pas 1 an et demi en fait, je t'ai dit 1 an et demi, mais je suis trompé, c'est 2 ans et demi en tout, et là 2 ans et demi après en tout ici en salarié à Montpellier, dans une boîte en fait qui faisait de la rénovation. Voilà, 2 associés, un associé était en train de partir, moi j'arrive à ce moment-là. Ok. Et en fait, je me prends la place quasiment de l'ancien associé, je fais un peu tout, j'ai une super complémentarité avec l'autre associé. Ok. Qui reste. Et pendant 2 ans et demi, je gère un maximum de choses dans cette société-là. Ça se passe bien. Mais au bout de 2 ans et demi, j'arrive à un point où je me dis, j'ai fait le tour du truc. J'ai l'impression que je fais beaucoup de choses, mais que j'ai pas finalement le retour de toute l'implication que je peux mettre et avoir. Parce que mon patron est top, mais on n'a pas la même vision sur, tu vois, le développement, sur Je vois très bien. les gars, sur plein de trucs. Et je me dis, bon, je suis arrivé un peu au truc, donc je vais voir le gars, Olivier. Et je lui dis, écoute, Olivier, moi, je vais arrêter, je vais créer mon truc, tout ça, mais bon, je te laisse pas tomber. Donc tu me dis combien de temps je reste, le temps que voilà. Et il me dit, en fait, si tu t'en vas, j'arrête. Je dis, comment ça t'arrêtes? Les chantiers en cours, machin, tout ça. Il me dit, justement, est-ce que tu serais OK Incroyable. pour les honorer avec ta boîte? J'ai dit, si tu veux. Ah ouais, vraiment cette logique-là directe, quoi. Pour embellir, quoi. Mais J'ai créé ma boîte, j'avais déjà des chantiers. Alors, c'était des petits trucs, hein. c'était quelqu'un qui voulait arrêter juste de bosser, il t'a pas proposé de racheter ou de prendre des parts ou quoi? Moi, je voulais pas racheter, c'était pas. Ouais. Tu vois, c'était pas. Je croyais que c'était pas propre sur Ok. des trucs. Et j'avais envie de faire mon truc. Ouais, je comprends bien. Tu vois. Donc, ça, première boîte? Ouais, première boîte, janvier 2010. Tu vois. Ok. Donc, ça fera 15 ans en janvier 2025. Énorme. Voilà. Et donc 2010, tu lances ta première boîte, du coup, dans la rénovation? Janvier 2010, 23 ans, je lance ma première boîte dans la rénovation. J'ai cette chance-là d'avoir déjà 2-3 projets signés, des petits projets, mais je démarre comme ça. Okay. Et en fait, moi, ma particularité, c'est que j'aime pas du tout travailler seul. J'aime bien, tu vois, avoir une équipe, partager, manager, etc. Et donc, direct, j'engage 2 personnes. Ça tombe bien, parce que de toute façon, t'as des contrats. Voilà, j'ai des contrats. Et dans tous les cas, je ne sais pas faire autrement, en fait. Même si je peux faire
tout le truc moi-même, tu vois. Par exemple, dans le bâtiment, je te montre des cloisons, je te montre des murs et tout. Il faut une personne ou deux juste qui est là. Limite, passe-moi l'outil. Ouais, passe-moi l'outil, mais... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bon, maintenant, ça va mieux avec l'âge, je pourrais faire d'autres trucs tout seul, mais vraiment, ça avait ce truc-là, tu vois. Bref, donc, je crée cette société et c'est parti. Et j'ai ces premiers chantiers. Et puis après, très vite, j'en ai d'autres. Ça a fonctionné hyper bien. Ok. Tout simplement parce que je pense que aujourd'hui, quand tu fais, il y a 15 ans, c'était pareil, quand tu fais simplement bien ton travail, tu parais exceptionnel. J'aime à le dire, je le dis souvent. Et donc, surtout plus dans le bâtiment, tu vois, tu respectes tes engagements, la parole donnée, tu fais ce que tu dis ce que tu fais. Ça, c'est des trucs simples, Ouais. mais tellement. Il faut la diff. Voilà. Et donc, ça cartonne, j'ai du boulot, je signe, j'avance, machin. Mais je galère énormément avec mon staff. Ok. Énormément, parce que j'ai l'impression, tu vois, que j'arrive pas à les fédérer pour qu'ils puissent faire, si tu veux, ce sur quoi je me suis engagé, tu vois, avec les gens, j'ai pris des engagements sur des délais, etc. Et moi, ça me rend malade d'être en retard, tu vois, je suis jamais en retard, je supporte pas ça, ouais. Et si tu veux, du coup, ça me crée un énorme stress, énorme. Et la première année à 23 ans, je fais un double ulcère. Ah ouais. Ouais, un ulcère à l'estomac. Ça travaillait bien, quoi. Ah ouais. Un ulcère à l'estomac, un ulcère à l'œsophage. Tu vois. Double ulcère. 23 ans. Et là, je me dis, non mais mec. Parce que là, je te dis, je fais un double ulcère, tu vois. Mais dans les faits, je vomis du sang tous les matins, tu vois. Tous les matins, je me lève et je vomis du sang. Et là, je me dis, non, mais en fait, t'es sûr que t'es fait pour ça? Voilà, et là, je comprends la petite remise en doute quand même sur. Tu vois? Ouais. T'es sûr que t'as les épaules pour ça? Et là, vous êtes encore, tu dis, t'as encore 2 salariés ou t'as grossi quand même? Non, maintenant, vous êtes quoi? Franchement, c'est au début, donc première année, j'ai peut-être 3, mais franchement, pas plus, tu vois. Ok. Et là, je me dis, non, mais what? Tu vois, si là, maintenant, t'as 2 gars, machin, tu t'es déjà dans cet état, non mais mon gars, arrête ça, hein, parce que tu vas pas passer tes 30 piges. Hein. Et qu'est-ce qu'explique, tu penses, ce truc-là? Parce que t'as dit, c'est quoi que t'arrivais pas à faire à ce moment-là en termes de peut-être compétences ou de... En fait, c'est un mix de plein de choses. Ouais. Mais je pense que j'avais un niveau d'attente et d'attendu qui était trop élevé par rapport à ce que je pouvais, entre guillemets, demander à ces personnes-là. Ensuite, je pense que la jeunesse faisait que je les avais pas bien intégrés, tu vois, que c'était un peu le feu, que je pensais, tu sais, la communication, dire quelque chose, exprimer, mais peut-être que je le faisais mal. Enfin, vraiment, je me remets beaucoup en question. Je pense que j'ai fait beaucoup de conneries. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai appris. Hein. J'ai appris en marchant, moi. Et voilà. Et puis après, aussi l'état d'esprit des gars, tu vois. Mais après, aussi, peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à leur transmettre cet état d'esprit, de partir au combat ensemble, etc. Mais en tout cas, tout ça, mis bout à bout, faisait que c'était compliqué. Et que, du coup, je l'ai mal vécu. Et que, tu vois, directement, le corps a parlé. Et là, je me suis dit, mec, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, c'est de là où j'ai commencé un énorme travail sur moi-même. Ok. T'as commencé par quoi? Développement personnel, etc. Ok. Et que je continue encore aujourd'hui et que je continuerai jusqu'à ma mort. C'est la base, quoi. Tu commences par quoi à ce moment-là? C'est plus des bouquins, c'est direct des formations, c'est quoi? Non, tu regardes des choses? Un peu de tout, mais c'est surtout de me remettre en question, en fait, tu vois. Remettre en question, de me dire, non mais attends, en fait, si aujourd'hui, avec ce niveau d'activité, 2 personnes, machin, en gros, t'es dans ce mood-là, alors que, tu vois, j'avais des ambitions. Je voulais faire, tu vois, la boîte, plus de 10 personnes, 20, pourquoi pas. Enfin, j'avais des ambitions, les millions, les trucs, les machins. Je me dis, mais en fait, là, tu bricoles, entre guillemets, et t'es déjà KO, tu vois, donc c'est peut-être pas pour toi, tu vois. Et donc, ça m'a appris à me poser des questions, à analyser, à relativiser, à essayer de distinguer l'important de l'essentiel, à conserver mon niveau d'exigence, mais à augmenter mon niveau de tolérance. Bon, bref, il y a amené plein de choses, en fait, plein de travail autour de ça. Et pour pouvoir, en fait,
persévérer et performer. Et... Comment tu t'en sors de ces ulcères? Comment? Franchement, parce que la boîte, tu la fermes pas. ah non, Donc, elle est toujours active aujourd'hui. ouais. Donc du coup, tu vois, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Comment tu te passes d'une... Je trouve des solutions. Donc en fait, si tu veux, je te dis, il y avait pas mal de trucs qui étaient un peu, je pense, de mon fait, Ouais. mais aussi, il y avait aussi l'état d'esprit des gars. Ouais. Voilà. Et ce qui me sauve, peut-être, entre guillemets, c'est que je rencontre un gars que j'embauche et qui est d'origine roumaine. Et ça se passe hyper bien, tu vois. Un Roumain, mais intégré ici, qui parle français et tout, tu vois. Et ça se passe hyper bien et je me dis, waouh, non mais si j'avais que des gars comme ça, non, j'aurais plus de problème, quoi. Parce qu'avant, je me dis vraiment, c'est 100% de ma faute. Enfin, au 90, j'ai tout le temps un peu ce truc de me remettre en question, tu vois. Mais là, je me dis, putain, waouh, ce gars, tu vois, c'est une embellie. Et ce gars me dit, non mais Samuel, moi, si tu veux, j'ai mon beau-frère, mon cousin, mon voisin, mon machin, ils peuvent venir, quoi. J'ai c'est-à-dire, il dit, bah oui, ils sont en Roumanie, mais en gros, je leur dis machin, ils viennent. Waouh. Donc en 2011, si tu veux, là on est à 2011 du coup. Toujours, ouais, t'as quoi là? T'as T'as 24 ans, t'as 24, 25. Ouais, 24 ans. j'ai un an de boîte, tu vois. Mm. J'ai fait une fière, il me dit ça, et moi je me dis, ouais, attends. Et en fait, la Roumanie est rentrée dans l'Union Européenne en 2004, avec une période Ok. de transition de 10 ans jusqu'en 2014. Et là, t'es en 2011. Et donc, c'est pas si simple que ça. Mm. Il faut faire des cartes de séjour, il faut payer des taxes parce que t'engages un Roumain et pas un Français, blablabli, blablabla. À l'époque, maintenant ça va mieux, les Roumains et tout, mais ont pas super bonne presse. Arrivent ici, ils peuvent pas être logés, donc hyper galère. Mais c'est quoi? Je dis vas-y, on y va. Et donc, Franchement, la solution à l'ulcère, je l'avais pas vu venir comme ça. Je bah t'avoue, ouais. c'est ouf, hein. Non, non, mais c'est vas-y, ok, ouais. On fait Continue. venir, ouais, mais parce Ouais, que bah c'est oui. ça qui a débloqué le truc. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais, vas-y. on fait venir deux gars et je les loge chez moi. Et moi, j'étais à l'époque locataire d'un T3. Mm, Tu vois, et je les loge chez moi parce que j'ai pas le choix. énorme. J'ai pas plus d'oseille que ça, je peux pas, voilà. Donc je les loge et là, ça se passe bien. Mais quand je dis que ça se passe bien, c'est on arrache tout simplement parce que je dis le matin, les gars, on fait ça. Je pars sur un autre chantier, je fais des approches, je fais le machin, je reviens le soir, c'est fait. Et là, à cette époque-là, tout le monde me dit, ouais, mais c'est quoi, t'es roumain, qu'est-ce que tu fais, tu les payes pas, ils sont pas déclarés, tout ça. J'ai eu 7 fois l'inspection du travail. Donc les mecs, ils me balançaient ou quoi, etc. Bon, ça, c'était un peu plus tard quand j'en avais beaucoup plus, mais pour te dire, tu vois, cette période. Et en fait, ils me disent, mais Samuel, quel intérêt, tu vois, d'engager un roumain plutôt qu'un français, parce qu'eux ne parlaient que roumain en plus. Donc hyper compliqué. Et moi, Je parle roumain maintenant, du coup. Ouais. ou pas C'est énorme. Je parle roumain, j'écris roumain C'est incroyable. couramment. Beaucoup mieux, tu vois, je parle d'autres langues comme l'anglais, mais là, le roumain, c'est easy, quoi, courant. Et en fait, je leur dis, non, mais les gars, vous vous rendez pas compte, c'est que ces gens-là, tu leur dis, fais ça, ils le font. Comme si moi, en fait, tu me dis, fais ça, et moi, quand je bossais, que j'étais ça, je faisais pareil, tu vois, mais j'arrivais pas à trouver des gars comme ça, et en tout cas, eux, ils ont ce truc-là en commun, c'est les bosseurs qui ont une valeur du travail, etc. Et donc, je l'ai payé super bien, je l'ai logé, ils étaient super contents, gagnant-gagnant, et on bombardait tous ensemble, quoi. C'est énorme. On frappait des heures, on faisait des trucs, et du coup, ben, en fait, ça m'a regagné, tu vois, en confiance, en légèreté, en machin, je tenais mes engagements, ça envoyait, etc. Ça s'est super bien passé, c'est comme ça que je me suis sorti de mon ulcère. Et en plus, en relativisant, en réfléchissant, en trouvant des solutions, parce que de toute façon, la vie d'entrepreneur, ce n'est que ça, c'est des adversités. Et l'enjeu, c'est de transformer justement tes défis en opportunités et d'arriver d'une galère à en faire une nouvelle opportunité, pourquoi pas une embellie, quoi. Ouais. Alors, juste pour être clair, ceci n'est pas un conseil médical. Hein. Si vous avez un ulcère, c'est pas forcément la solution. Consultez quand même un médecin. Faut peut-être pas juste aller chercher des amis roumains. Ils soigneront pas forcément les ulcères. Mais voilà. En tout cas, trop chouette. Et donc, cette boîte, donc, elle monte. On voit que tu commences à faire du chiffre. Ouais. Et donc, la question, c'est à quel moment tu lances la deuxième? Ouais. Tu vois, à quel moment tu te dis, ah, il faut que je lance une deuxième boîte? Ouais. Ou pourquoi tu te dis ça, tu vois? Alors, en fait, j'ai mis des années avant de lancer une deuxième boîte, Okay. tu vois. Et c'est ensuite que j'ai vraiment accéléré. Ok. Donc, j'ai lancé ma seconde boîte en 2014. Ok. Tu vois, donc 4 ans après. Ça va quand même. En termes de vitesse. Ouais. Ouais, non, mais Ok, je veux dire, d'accord.
pour ce qu'on peut, tu vois, ce qu'on peut voir. Pour des personnes, 4 ans, ça peut être. Il y en a, ils n'ont jamais de deuxième boîte. Ouais, je comprends. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu quand même stabiliser, avoir un socle solide, tu vois. Parce que moi, à contrario, je vois des gens, ils sont là depuis 6 mois, ils ont un truc, et puis du coup, ils veulent en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis du coup, t'as limite le syndrome de l'objet brillant, tu cours de partout, et tu fais rien, machin. Moi, je voulais un socle solide, étant précisé que, on l'a pas dit, mais quand j'ai créé ma boîte, j'avais peanuts. Quand je dis peanuts, c'est peanuts. Moi, je suis issu d'une famille modeste, on va pas donner d'argent. J'ai travaillé au Luxembourg et tout, j'avais fait un peu d'oseille, mais j'avais tout cramé parce que voilà, c'était l'âge. Et que j'avais juste acheté une voiture, je suis revenu avec ma voiture, c'était une Bora, elle valait 6 000 balles. Et j'ai vendu ma Bora 6 000 balles et c'est ce que j'avais pour créer ma boîte. Et je pars de ça. Et avec 6 000 balles, j'ai acheté une ambulance aux enchères, j'ai acheté un lot d'outils et allez, on était parti, on démarrait ça. Donc bon. Et est-ce que ça, t'en avais conscience, tu vois, au moment où, quand t'es dedans, tu te dis, ok, faut que j'ai ce socle solide, faut que tu vois cette première boîte, elle soit solide avant de me lancer, ou alors c'est plus, tu vois, maintenant a posteriori que tu te dis, ça a marché parce que, tu vois, j'avais ce socle solide. À la base, je me suis pas dit, je vais créer 15 boîtes, 20 boîtes, 30 boîtes, je me suis pas dit ça. À la base, je me suis dit, ok, j'ai pas fait d'études, les solutions de trouver un job, voilà. Je me suis lancé dans le bâtiment, ça marche, mais est-ce que je vais faire carrière toute ma vie? Ça me plaît, mais j'ai besoin d'autres choses, j'ai envie de voir plein de choses, etc. C'est pas non plus, voilà, ça me plaît énormément. Je maîtrise, mais voilà. Donc, si tu veux, je savais pas. Et l'entrepreneuriat, je me suis créé mon propre job, limite pour me sauver, pour me trouver une solution. Énorme. Parce que en plus, j'ai ce côté où j'aime bien faire le truc, j'aime bien l'idée, j'aime bien, tu vois. Mon père, encore un truc, il me disait quand j'étais petit, il me disait, je sais pas ce que tu feras plus tard, mais vraiment, t'auras intérêt à commander ton truc, parce que si on me dit fais ça, toi, tu kiffes pas, tu vois. Et du coup, bah voilà, tu vois, j'ai créé cette boîte, et en 2014, j'ai créé une autre boîte qui était marchand de biens, qui existe toujours aussi. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est que je fais du bâtiment. IMO, forcément, ça va avec. Ça colle. Moi, j'avais l'exemple de mes parents, justement, qui étaient locataires, à 75 ans, etc. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, direct, en fait, dès que j'ai pu, j'ai acheté en perso ma résidence principale. Donc, dès que j'ai pu. Et j'ai acheté, revendu. J'en ai fait plusieurs. Et à un moment donné, je me suis dit, ça correspondait au développement de la vie, donc c'était logique, mais ça me donnait envie aussi d'en faire pour faire des plus-values, tu vois. Et là, je me suis dit, bah là, maintenant, il faut en faire un métier. Ça s'appelle marchand, donc j'ai créé une boîte en 2014 et j'en ai fait un métier. T'avais déjà fait là des belles plus-values pour toi, titre perso, à ce moment-là, pour te mettre bien. J'avais fait des belles plus-values. Et du coup, je me dis, bah top, j'ai testé, entre guillemets, c'est un peu le truc, tu testes le machin, et puis en fait, t'en fais un business, quoi. C'est un peu la base. Je vois bien de quoi tu parles. Voilà, je sais. Donc, du coup, je me suis dit, bah ok, très bien. Et j'ai lancé cette boîte de marchand, fait des opérations, voilà. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, les... Connexe. Voilà. Mais donc là, ça vient quand même d'une initiative, je dirais... perso, c'est-à-dire que tu as décelé un peu une opportunité à titre perso, tu t'es lancé. Et là, il y a quand même une grosse synergie entre ces deux boîtes-là. C'est marrant parce que ça fait penser à la vidéo que tu disais là. L'opportunité, la synergie, la truc et tout ça. Bah, c'est ça. En fait, c'est à la fois l'opportunité et à la fois la synergie. Tu verras quand je devais décrire un peu plus largement mon groupe, mais il y a à la base, je pense, synergie, moi. Ça, tu vois, ça m'intéresse. Et je pense que on va accélérer un petit peu, tu vois, le parcours pour qu'on rentre quand même vraiment dans le dur, parce que je pense que tu as énormément de valeur à apporter à ceux qui nous écoutent. Du coup, tu lances cette première boîte, tu lances cette deuxième boîte, et ensuite, tes autres boîtes, comment tu les as lancées? À quel rythme? Tu as dit que ça a accéléré, tu vois? Parce que moi, ce qui m'intéresse, et je te fais le teasing, comme ça, tu sais où aller aussi au niveau de la direction, c'est à quel moment tu commences à penser groupe et plus à penser je lance une entreprise. 2016. Donc en fait, si tu veux, c'est ultra clair dans la tête. Non mais j'aime bien. En fait, si tu veux, donc créer cette boîte marchand, etc. Et puis, si tu veux, j'ai réussi entre guillemets à faire quelque chose dans l'immobilier.
Ok. C'est-à-dire vraiment, j'ai généré de la valeur. Je me suis créé un patrimoine. J'ai Ok. plusieurs biens immobiliers en perso. J'ai fait des belles plus-values. J'ai réussi, grâce à ces plus-values, à placer de l'argent. Ok. Voilà, on va dire, je me dis, ok, tu vois, en 2016, je me dis, ouais, je suis C'est bien. cette boîte-là qui t'a vraiment permis de... En fait, si tu veux, pour moi, c'est mon boulot, donc ma boîte de réno. Ouais. Je vois ça comme une clé Ouais. qui m'a permis d'ouvrir des portes, donc d'obtenir des crédits, des leviers bancaires, etc., pour faire des achats-reventes tant en perso qu'en pro. Grâce à ça, j'avais acquis une certaine liberté financière. En 2016, clairement, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'attention, on va pas raconter toutes les histoires, mais c'était pas un long fleuve tranquille. Même avec mes super gars et tout ça, plein de galères. La vie d'entrepreneur, de toute façon, tu le sais, c'est un grand 8 permanent. T'es bien, t'es pas bien, t'es bien, t'es pas bien. Par contre, ce qui compte, c'est que le grand 8, il soit ascendant quand tu regardes la courbe. Ce qui était le cas. Mais c'était dur. Donc je me dis, ok, en 2016, qu'est-ce que je fais? Parce que ma boîte, attention, j'avais 15 employés, c'était plus le truc de 2 personnes, je faisais des OP, enfin ça marchait, tu vois. Je me dis, est-ce que je lève le pied, je revends ma boîte, je garde mon IMO, limite je vais vivre à Bali, tu vois? Bah ouais. Et j'ai vraiment été tiraillé. Et pendant 15 jours, un truc comme ça, ce qui est énorme pour moi. On parlera de ta prise de décision et de ta réactivité 15 tout à jours, l'heure. mais c'est énorme, tu vois, pour moi. Pendant 15 jours, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et puis, en fait, la suite, on la connaît. Je me suis dit, ok, non, en fait, je décide que ce que j'ai fait, je vais, en fait, qu'est-ce qui m'anime, tu vois, je vais me faire chier, moi, à Bali, à machin. Donc, ce qui m'anime, en fait, c'est de créer des choses, c'est de me nourrir intellectuellement, c'est, voilà. Et donc, de là, bah, je réfléchis, je mets en place, je pense à l'avenir. Et puis après, bah, les différentes filiales. À ce moment-là, tu as quelle vision, justement? Tu te dis déjà, je veux créer un groupe avec... À ce moment-là, en fait, si tu veux, je suis un entrepreneur dans le bâtiment, un peu malin, qui fait de l'IMO et qui a réussi avec des leviers à faire un peu d'oseille. Mais je suis pas un chef d'entreprise. Pourtant, tu vois, enfin, chef d'entreprise. J'ai 15 gars, etc. Mais tu vois, je suis mal structuré. En fait, je suis un homme clé. Tu vois, je travaille vraiment dans ma boîte. Tu vois. Tu restes dans l'opérationnel. Ouais, les mains dans le cambouis, je fais honnêtement beaucoup de choses, quoi. Je fais les devis, je fais évidemment tous les rendez-vous clients, je fais les commandes des matériaux, je fais les suivis des chantiers. En fait, je fais vraiment beaucoup de choses. Et je suis pas structuré. Et donc, en 2016, je me dis, ok, je vais structurer. Et là, je change le modèle. C'est-à-dire qu'avoir 15 gars de terrain et en fait, moi qui fais tout le reste, je change. Je prends une secrétaire, une assistante, je prends un conducteur de travaux, un chef de chantier, un machin. Et en fait, je prends 6 personnes pour faire le taf que je faisais. Pour te sortir de l'opérationnel. Ouais, exactement. Donc, à ce moment-là, vraiment, tu commences à réfléchir et à te dire, OK, il faut que je structure pour moi sortir un peu de l'opérationnel. Exactement. En fait, là, à ce moment-là, je m'achète du temps. Tu vois? Deuxième phase. Première phase, tu gagnes de l'argent. Deuxième phase, tu redépenses cet argent gagné pour te gagner du temps. Là, maintenant, je dis, OK, tu sais quoi? Quitte à ce que je gagne beaucoup moins bien ma vie sur ma boîte, ou limite que je gagne rien, je vais faire en sorte de mettre des gens pour que ça marche sans moi. Donc, je m'achète du temps. Et donc, je structure, et donc, je mets des gens qui vont pouvoir faire le boulot aussi bien que moi, voire mieux. Et est-ce que ce temps, tu te le rachètes déjà avec une vision de pouvoir faire autre chose, ou juste de, entre guillemets, tu vois, je veux lever un peu le pied dans cette boîte-là? L'idée, c'est de lever le pied pour prendre la hauteur et pouvoir savoir ce que je vais faire après. Énorme. Donc, je ne savais pas à ce moment-là précisément ce que j'allais faire, mais je savais que j'avais besoin de changement pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et à un moment donné, pour passer au niveau du supérieur, tu dois déconstruire certaines choses pour en reconstruire de nouvelles. Et je savais que mon modèle, j'étais au plafond de verre. Ça ne marchait plus.
C'est quoi le déclic? T'as eu un déclic net là-dessus ou pas? Ou c'est juste non? Bah, honnêtement, il y avait aussi le temps. En fait, je travaillais très dur, tu vois, parce que pendant longtemps, j'étais convaincu qu'il fallait travailler dur pour réussir. Maintenant, j'ai bien compris que c'était pas ça, même si la valeur travail est très importante. Bien Et, sûr. je suis un besogneux quand même, mais j'ai compris qu'il fallait travailler smart et pas travailler dur. Et du coup, à ce moment-là, tu prends de la hauteur. T'es parti trop, c'est pour ça. Je suis parti, je sais plus où j'étais. Non, mais t'inquiète, justement, moi, ce qui m'intéresse, donc c'est là, t'as pris de la hauteur, tu conscientises que bah, tu veux changer de game un peu, en fait, et commencer à aller faire autre chose. Et donc, à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vision. Est-ce que tu sais déjà, et tu te dis, OK, j'ai ces boîtes-là, et je vais aller faire ça, 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 ça. Ouais. Ou alors. À ce moment-là, non. OK. À ce moment-là, tout ce que je veux, c'est structurer pour pouvoir, de cette boîte-là, faire déjà plus. Okay. Et moi, me libérer du temps pour travailler sur ma boîte et pas dans ma boîte, tu vois. Pour vraiment sortir un peu de l'opérationnel, j'ai bien compris que j'avais atteint un certain niveau et que maintenant, il fallait que je prenne de la hauteur. Ouais. Et voilà, donc à ce moment-là, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je sais pas. Je veux développer ma boîte, mais je sais pas encore que je vais créer toutes ces autres boîtes. Mais quand même, fin 2016, j'ai l'idée de créer d'autres boîtes qui vont venir en synergie. Ouais. Et c'est là que je crée ma holding, qui s'appelle aujourd'hui le groupe Empreinte. D'accord. Et du coup, si tu veux, qui va détenir tant ces deux filiales-là que toutes les autres qui vont venir après. C'est à ce moment-là que tu l'as créé, d'accord. Ouais. Vraiment au niveau vision. Donc là, tu crées la structure, on va dire, tu te structures plutôt juridiquement, plutôt fiscalement. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là c'est bon. Maintenant que tu es structuré, c'est-à-dire, ça y est, qu'est-ce qui se passe? T'es sorti de l'opérationnel, entre guillemets, ouais. t'as libéré pas mal de temps, tu t'es structuré pour le après. Ouais. Donc là, il y a un moment où t'arrives et en gros, t'es quand même dans la logique de bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, je passe quand même pas mal de temps parce que ma structuration, était pas facile. Parce que là, je te dis comme ça, oui, j'engage un conducteur de travaux, un chargé d'affaires, un machin, un truc. Ouais, mais d'accord. Mais les mecs, ils arrivent, tu les balances là, t'as de nouveau le même problème que j'avais avec mon premier employé. Parce que, en fait, quand t'es entrepreneur comme ça et que tu développes une boîte, tu changes de boulot plein de fois. Bien sûr. Et ben là, j'ai changé de boulot. Du coup, j'avais plus des gens à qui je demandais de faire des choses. J'avais des gens à qui je demandais de faire des choses. C'est un autre type de management. C'est un autre type d'appréciation générale. Donc, du coup, j'ai déjà passé du temps. Tu sais, on parle souvent de 4 étapes Ouais. dans la vie d'un entrepreneur. Tu as la première partie où tu es justement dans l'opérationnel, tu fais les choses. Ensuite, tu deviens manager, c'est-à-dire que tu dois manager tes équipes. Ensuite, tu deviens chef d'entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire que là, ton rôle, c'est de gérer les managers et de donner un peu la direction, etc. Et ensuite, tu deviens un peu capitaine d'industrie, c'est-à-dire que là, ton rôle, c'est en fait d'avoir la mission, la vision et la mission de ton entreprise. Donc en fait, là, tu dois faire du réseau, connaître qu'est-ce qui va se passer dans ton secteur d'activité, connaître les différents réseaux, faire un peu de lobbying, etc. pour pouvoir réussir justement à transmettre aux chefs d'entreprise, tu vois, aux autres, cette vision-là. Donc c'est intéressant parce que ce que tu nous racontes, on voit vraiment ton évolution step by step. Et là, vu où tu en es aujourd'hui, c'est clair que tu es au stade du capitaine d'industrie qui connaît ses marchés de ces différentes boîtes, qui sait comment travailler sur ça, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle vision ils font donner à la boîte pour réussir à aller sur ces marchés-là. Je connais pas ce terme, mais écoute, je connaissais pas, mais écoute, ça me va bien. Tu pourras changer. tu pourras dire oui, mon capitaine, du coup. Voilà, c'est exactement ça, mon capitaine. Quoi. Et donc, ouais, je te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce moment-là, pour te lancer, comment tu fais le choix de la prochaine boîte? Alors, en fait, là, vraiment, c'est la synergie. Ouais. En fait, la boîte d'après, je me dis, OK, j'ai besoin, en fait, de boîtes complémentaires à mon activité. En fait, tu vois, je fais le constat que, OK, j'ai mon activité, mais que, globalement, c'est compliqué pour trouver des jolis matériaux, pour être efficient dans le parcours client au départ, tu vois. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux imaginer pour gagner du temps, pour que les gens
améliorer l'expérience client, améliorer mon efficience, améliorer tout ça, etc. Et je commence, tu vois, c'était déjà en 2016, une matériothèque. Mais tu vois, c'est pas vraiment une boîte. J'ai mis des matériaux que je sélectionne, que je trie, que je machin, que je vends en direct avec des usines, un truc un peu pointu et sélectionné. Évidemment, je ne vends pas de plaques de placo ou de parpaing. Je vends que des trucs déco un peu sympas, de produits de finition. Ouais. Je galère énormément à arriver à faire entendre aux usines qu'elles doivent me vendre à moi parce que à cette époque, j'ai pas de cabis distributeur. Hein, je suis un artisan. Okay. Voilà, mais j'y arrive. Et je commence comme ça, voilà. Et en fait, dans ma boîte de travaux, je commence à vendre les matériaux, mais en direct et tout, un peu comme un négoce, tu vois, à petite échelle. Et en fait, ça marche. Ben, je me dis, voilà, je vais en faire un magasin. Énorme. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'est née la manufacture du bâtiment. Donc après, je réfléchis, je me dis, ok, comment, machin, Après, j'ai créé tout un concept autour de ça parce que moi, j'aime l'humain. Ouais. Donc, ce qui est important pour moi, si tu veux, c'est créer de la vie, des rencontres, voilà. Et donc, j'ai voulu faire un lieu de vie. Donc, à l'intérieur de ça, j'ai fait un magasin, du coup, à l'étage où on vend des matériaux, du meuble, de l'objet de décoration et du sur-mesure. Parce que, du coup, j'ai un atelier de menuiserie aussi. Et en bas, je fais un restaurant. Je voulais vraiment le côté, voilà, lieu de vie sympa, rencontre et tout. Un petit pas de côté. Sachant que... Alors, tu vois, là c'est intéressant parce que quand justement tu es multipreneur et que tu commences à créer un groupe, donc là, tu as quand même la vision groupe. C'est-à-dire que tu veux que tout soit interconnecté, etc. Oui, tout à fait. Mais soit tu l'as fait, tu vois, la première à la deuxième, tu es quand même dans une logique de... c'est une opportunité plutôt business, tu y vas, etc. Mais tu n'as pas un vrai besoin entre ces deux sociétés. Là, dans ce que tu décris, c'est que toi, au terme de tes boîtes, tu avais un besoin dans la boîte. Et en fait, du coup, tu vas créer des nouvelles sociétés pour répondre à ton propre besoin. Exactement. Et pareil, l'atelier de menuiserie, à un moment donné, si tu veux, j'ai pris mon bilan. Je me suis dit, putain, mec, t'as dépensé cette année 490 000 euros chez des menuisiers. Et pourquoi tu te fais pas tes propres trucs, tu vois? Donc, j'ai créé une menuiserie. Et du coup, je suis devenu mon premier client. Et puis après, d'autres clients, forcément, sont venus se rattacher. Synergie de groupe. Mais déjà, voilà. Tu vois, donc en fait, à chaque fois, en effet, j'ai pensé vraiment synergie. Et donc, la filière bâtiment, qui est la filière la plus développée chez moi, est aujourd'hui, à date, hyper complète. Puisqu'on a un atelier d'architecture. Donc vraiment, tu vois, architecture, on va te dessiner ta maison en construction, ta grosse rénovation, tes divisions, peu importe. Aussi la décoration, puisque si tu veux, au niveau de mon magasin, là, on a Julie, mon associée, qui est décoratrice. Donc vraiment, on va être hyper pointu sur un projet complet. C'est ce que tu fais. Le magasin où on va faire justement des matériaux, du meuble, d'objets de déco. L'atelier de menuiserie où on te fait ton sur-mesure, tes dressings, ta cuisine, tout ce qui est caisson porte, tes meubles de salle de bain, que sais-je. Bien évidemment les travaux, ma boîte historique qui existe toujours. Donc si tu veux, voilà, ça c'est le bâtiment. Tu as un projet, que ce soit de résidence principale, de bureau ou de commerce, tu peux faire. Voilà. Il manque une verticale encore là-dessus, tu penses? Ouais, là j'y réfléchis, je pense pour l'année prochaine ou l'année d'après, une agence immobilière. Ok. Une agence immobilière très spécifique, en fait, avec une particularité, c'est qu'on vendrait, on commercialiserait des biens, en fait, à potentiel uniquement. Okay. Donc, par exemple, des terrains ou des maisons à rénover ou des bureaux à rénover. Mais l'idée, c'est qu'on amènerait, nous, grâce au groupe, si tu veux, une logique. Et un peu comme les ventes en état futur d'achèvement, là, on vendrait en disant, voilà, t'as telle maison, mais on pourrait limite communiquer sur le prix de vente fini, tu vois. T'as telle maison, elle est à 1,2 million, mais elle est à 1,2 million fini. Aujourd'hui, t'achètes 700 000 de foncier, et puis t'as 500 000 de travaux. Voilà le détail des travaux, et puis tu pourrais venir, non, moi je veux pas ce parquet, je veux ce travertin, non, je veux pas cet interrupteur, je veux un autre. Tu le modules. Mais on pourra amener un all-in-one avec une simplicité, une sérénité,
Et, Ouais, puis comme tu maîtrises toute la chaîne, voilà. tu t'évites toutes les galères de gestion entre les différentes industries qui peuvent Exactement. exister. Et puis après, comme je t'ai dit, je suis un mec d'engagement. Et donc, ces valeurs-là, elles sont transmises dans mon groupe. Et donc, on s'engage vraiment. On a des contrats de marché de travaux. Après, je vais pas t'expliquer tout ça ici, mais on garantit. On garantit nos délais, on garantit nos budgets, on garantit tout ça, quoi. C'est beau. C'est pas. Ouais, C'est t'inquiète, pas- ça va le faire. Exactement. Parce que si ça le fait pas, ça a pu nous arriver quelques fois, on se tire des énormes balles dans le pied avec des énormes pénalités de retard. Et en plus, comme notre politique veut, j'ai voulu mettre ça en place, que tu nous payes que si c'est fait et que si c'est fait à temps. Du coup, c'est chaud, tu vois. Ouais. Il y a du challenge. Tu t'es mis une arme sur la tempe, tu l'as chargée et t'as dit comme ça Ouais, au moins je suis motivé pour aller. exactement. jusqu'au bout, Tu vois, comme ça, pas de souci de loi de Parkinson, là, tu quoi. sais. Ouais. C'est clair. Ah bah là, ouais. Hein Ouais, t'évites de remettre à demain, là. Et quand ouais, t'as là, il n'y a pas de procrastination. C'est une super stratégie, ça. Et ouais. Et du coup, si tu veux, en argument de vente, excuse-moi, tu dis je te garantis, tu payes que quand c'est fait, Si bon c'est nombre bien de- fait, dans quand machin, c'est pas fait, tu payes pas, machin, le truc. Enfin, là, tu te dis ah ouais, tu vois, j'achète pas. Parce qu'on travaille dans un C'est secteur. ce que j'allais dire, surtout dans le secteur où t'es. Voilà, nous on travaille pour des clients exigeants qui font des investissements de qualité. Donc on va dire, il y a des gens ils disent haut de gamme, bon, t'as appelé ça comme tu veux. Mais en tout cas, moi j'aime dire qu'on fait du beau et qu'on le fait bien. Ah, c'est trop intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, tu vois, tu as développé ton groupe sur la partie BTP, large, Ouais. et du coup, tu as rajouté d'autres choses. Voilà, c'est Et ça. ça, c'est quoi? C'est plus des projets kiff? C'est plus des projets... Ouais. Comment tu les caractériserais et pourquoi tu t'as lancé ceux-là et pas des autres, tu vois? T'as des projets d'opportunité, comme tu le disais. T'as des projets kiff. T'as des projets, là, comme plus récemment, on en parlera, c'est perso, tu vois. Là, c'est kiff, mais c'est encore plus loin que ça, avec ce besoin de contribuer, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, c'est vraiment des projets qui vont être différents en fonction de, en effet, des opportunités, du momentum, etc. En sachant qu'en plus, aujourd'hui, moi, j'ai une particularité, c'est que très honnêtement, au moins 1 à 2 fois par mois, on me propose une association et un truc, tu vois. Facile, normal. Voilà. 1 à 2 fois par mois. Et donc, la plupart du temps, je refuse, tu vois. En plus, j'aime bien. Alors, des fois, je dis oui. Mais vraiment, l'idée, c'est que voilà, j'ai des convictions profondes et il faut que ça aille vraiment dans le mood, tu vois, où je suis. Je fais pas les trucs en mode ouais, on va faire de l'argent, machin. Non. Je fais des trucs vraiment avec une notion kiff, valeur, une notion ça me plaît, qui est hyper importante, tu vois. C'est important. Ça, on l'a pas du tout abordé, mais du coup, tu m'y fais penser. Tu sais, tu as dit que tu aimais bien les aventures humaines. Ouais. Mais là, est-ce que dans tes sociétés, à chaque fois, tu es seul ou tu es associé? Ah ben, j'étais seul. En fait, j'ai créé beaucoup de boîtes seul. Au fur et à mesure, en fait, j'ai fait monter des gens en compétences. Leur ai permis d'acheter des parts de la société, d'avoir des responsabilités et de devenir associé. Donc ça, c'est le cas de Julie, c'est le cas de Benjamin, c'est le cas... Voilà. Et récemment, une des dernières boîtes que j'ai créées, j'avais une vision de justement faire ça de base, c'est-à-dire créer une boîte avec que des associés qui, eux, seraient opérationnels. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour chercher des talents, des numéros 10, comme on dit, pour les impliquer, de leur dire, non mais mec, ça va être ta boîte, quoi. Donc, il faut se donner les moyens, machin, tout ça. Par contre, regarde, tu vois, c'est un truc que tu pourrais pas forcément faire seul, mais ensemble, on le fait, c'est ouf. Et du coup, le gars se sent vraiment, il se dit, ah ouais, tu vois, on me prend pas pour un con. T'as fait ça sur quelle boîte? Dionis, c'est ma concession de voitures de luxe. Donc là, c'est que des associés. Alors maintenant, on a des salariés en plus, puisque ça s'est développé. Mais de base, c'est créé qu'avec une team d'associés. C'est beau. Et donc, associés opérationnels. Donc, des gens, voilà, c'est notre boîte, quoi. Donc, les mecs, ils ont le mindset de je me lève le matin, je vais travailler pour moi. C'est beau. Ça, c'est important. Même si c'est porté par mon groupe, mon groupe reste majoritaire dans cette société-là. Mais c'est leur boîte, tu vois. C'est significatif quand tu as 15% d'une boîte, c'est quand même quelque chose, tu vois, surtout quand c'est des boîtes qui sont quand même ambitieuses et importantes. Voilà, donc je trouve que ce modèle-là, moi, ça me plaît énormément
Parce que je suis pour la méritocratie, en fait. Je suis pour récompenser l'implication, la valeur des gens. Je suis pour le partage des richesses aussi. Voilà, j'estime que si tu contribues fortement au truc, c'est normal qu'une part du gâteau te revienne. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est hyper cool, cette complémentarité, tu vois, qu'on peut arriver à trouver dans les associations. Et comment, aujourd'hui, donc là, sur les 15 boîtes, tu dirais qu'il y a que la cantine et Dionys qui sont un peu hors du marché IMO ou t'as autre chose? Ouais, c'est des pas de côté, on va dire. Après, j'ai des boîtes que j'ai fait, que j'ai revendues. Par exemple, moi, j'ai toujours été passionné de branding, d'image de marque. Tu le vois sur tout mon groupe. C'est voilà. beau. En vrai, c'est un beau groupe. Tu vois, hein, j'aime les belles choses. En fait, j'aime tout moi quand c'est beau. Hein. Alors le beau, on va me dire que c'est subjectif. Bon, on peut en parler pendant longtemps, mais j'ai mon avis là-dessus. et donc, tu vois, par exemple, j'avais créé une boîte de communication il y a quelques années, mais c'était spécialisé pour les avocats. D'accord. Pour des avocats. Pourquoi? Parce que j'étais associé avec un ami avocat. D'accord. Et puis après, au final, je lui ai cédé mes parts de boîte. Il a continué l'aventure tout seul. Ça, c'était un pas de côté. Il y a aussi pas mal de projets. Parce que les 15, c'est des choses qui sont faites, mais c'est un peu plus 15, mais bon, peu importe. Et d'autres que je n'ai pas fait. Parce qu'on parle souvent des projets qu'on fait, mais on ne parle pas de projets qu'on ne fait pas. Et des projets qu'on ne fait pas, franchement, je pourrais t'en sortir. Et comment tu fais pour choisir ce projet-là et pas un autre? Est-ce qu'aujourd'hui c'est que du feeling ou tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui je me mets à bosser dessus. Ouais. J'ai bossé sur des projets et au final, je les ai pas faits. Mais de nombreux projets. Quand tu dis bosser dessus, c'est tu vas jusqu'à quelle étape? Tu vois, parce que ça, c'est... Regarde par exemple, tu vas rigoler, tu vois. En 2014, tu vois, donc pareil, c'est ou 2015. C'est juste après, du coup, cette deuxième boîte machin. J'avais aussi envie de faire d'autres choses parce que voilà. Je me suis dit, je vais vendre du jambon pata negra. Énorme. Les jamón ibérico de bellota. Et je me dis, ok, vas-y. Donc j'ai un copain, machin, avec deux autres copains qui étaient hyper chauds, hein, qui voyageaient énormément et tout. Samuel, mais de ouf. Franchement, en France, il n'y en a pas. Tu vas, machin, il y en a partout. Les mecs font des sandwichs, des trucs, des machins. Les maestro cortador, ils sont au milieu, ils te coupent les trucs et tout. Et je dis, allez les gars, on y va. Donc on commence à tout écrire le truc, machin, on dessine, on fait des logos, on fait machin, on écrit ce que ça peut être, la vision, le truc, le storytelling, le machin. Comment on le fait? Est-ce qu'on vend en B2B, en B2C? Est-ce qu'on crée un truc pour ça? Est-ce que machin? Bref. Et là, on part en Andalousie. On va visiter toutes les régions, on va voir les mecs, on voit des manades de fous, des mecs qui ont les cochons là, dans vraiment, tu vois, qui mangent les glands de chêne. On visite toutes les usines, les transformations. Voilà, tu vois, on va au bout du truc, on prend les prix de vente, on négocie les trucs, on essaye de voir quelle est la marge, quel est le produit, comment on l'amène. Bref, on fait un vrai taf, tu vois. Et puis au final, on le fait pas. C'est génial. Ça t'a pris combien de temps? Parce que tu vois, t'en as parlé tout à l'heure du syndrome de l'objet brillant, parce que c'est toujours ça. Et puis plus t'en lances, plus t'as d'opportunités. Tu dis 1 ou 2 par mois. Pourquoi celle-là non? Pourquoi celle-là oui, tu vois? Est-ce que c'est... Ouais, je te dis, est-ce qu'il y a des feelings? Est-ce qu'il y a des éléments où toi tu... Il y a un peu des deux. Alors, tu vois, là, t'as un côté vraiment business, tu vois. Après, avec l'histoire de product market fit, est-ce que tu as vraiment un truc qui est aligné avec... voilà, parce que tu veux faire un truc, mais si tu le vends pas parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas de truc, que c'est pas aligné, bon, ça c'est le premier truc. Les chiffres, est-ce que, ok, il y a une demande, mais est-ce qu'on gagne de l'argent? Le rapport aussi temps passé, profit, ok, je vais gagner en valeur nominale, je sais pas 10, mais combien de temps ça me prend? Quelle énergie ça me prend? Et surtout, le dernier point, le plus important, le kiff. Est-ce que ça me fait kiffer? Je préfère partir d'un truc qui me fait kiffer et avoir beaucoup moins de profit, mais mon profit, c'est pas de l'argent, c'est du kiff, mais c'est un profit. Donc ça vient dans ce calcul, rapport temps passé profit, qu'un projet où je gagne plein d'oseille, mais en fait ça me dégoûte, tu vois. Ça, je fais pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une part, tu vois, dans le choix des projets de, justement, tu vois, les synergies avec le groupe ou pas? Alors de base, oui. Aujourd'hui, tu vois, l'opportunité demain par exemple, j'ai une opportunité d'une associée pour créer une agence immobilière. Ouais,
Donc, du coup, tu vois, c'est l'opportunité Mhm. et l'occasion Mais t'as qui pourrait quand faire même le des larron. synergies, ouais. Mais sinon, non. Je suis plus Mhm. dans ça parce que j'estime que mon groupe dans la synergie de la filière bâtiment est fini. Ouais. Après, là, on est en train de bosser sur le développement du groupe de toutes les synergies de l'automobile. Mhm. Donc là, on a la concession. T'es dans Maintenant, on va cette faire logique-là. l'atelier de mécanique. Ok. Ensuite, on va faire l'atelier de Mhm. detailing ou toute la préparation des véhicules. Ensuite, on va faire une société de transport. Ensuite, on va faire... C'est marrant, j'espère que ma femme n'écoutera pas de Mhm. podcast parce qu'elle n'est pas du tout con. Ah, exclusivité en avant-première. J'aurais de quoi te faire chanter, j'aurais de quoi C'est te pas faire chanter. possible. Encore? Non, plus rien ne l'étonne. Mais du coup, tu vois, on va travailler les synergies, en effet, par Ouais, pôle. Par tu vois. pôle, ouais. Voilà. Et est-ce que du coup, en termes de structure, tu vas structurer, c'est-à-dire que tu as la holding empreinte et après Ouais. tu vas créer des holdings un peu, tu vois, thématiques Ouais. par secteur? Non. Non. Holding empreinte. Ouais. Vraiment, tu vois, une vraie holding active Ok. avec des employés dedans Mhm. qui vont vraiment servir de fonction support pour toutes les autres boîtes. Et les Ok. autres boîtes, ce ne sera pas des holdings, ce sera des boîtes, Ok. la plupart du temps en SAS, Mm. avec des associés. Maintenant, je vais plus créer aucune boîte tout seul. Ok. C'est fini ce temps-là. Maintenant, j'ai envie de partager, j'ai Mm. envie de... Voilà. Et puis, du coup, des boîtes, la plupart du temps, qui vont être en synergie dans ces pôles-là. Ouais. Ou peut-être, demain, en fonction d'une opportunité et d'une passion, créer un nouveau pôle parce que vraiment, ça me fait kiffer et que je sens qu'il y a un truc, Mhm. il y a une opportunité. Il y a peut-être aussi un coup de foudre Mm. pour un associé, tu vois. Ouais. Ça, c'est... Moi, je suis vachement sur l'humain, tu vois. Et empreinte, t'es seul dans Seul. empreinte? Ouais. Ok. Seul. Ouais, donc c'est ta holding animatrice qui fait Ouais. tout. Et, Seul, et elle est majoritaire de toutes mes boîtes. ok. Ouais. Et du coup, toi, tu te rémunères exclusivement par celle-là? Ouais. Ou alors tu as des rémunérations aussi sur les autres sociétés? Toutes mes sociétés Remonte- payent empreinte, parce que empreinte, c'est présidence. Ouais. Donc, rémunération de présidence. Management fees, tout ça. Management fees de tous les salariés, calculés à l'heure près, de qui Ok. a fait quoi pour... Ouais, c'est super important. Ok. Qui a fait quoi pour quelle boîte, parce qu'il faut vendre au même Mhm. prix. Tu as le droit de faire une petite marge de 7%, mais sinon, il faut vendre et ventiler Mhm. parfaitement. Ouais. Et moi, rémunération de présidence et ma rémunération qui est prise en haut. Ok. Rien d'autre. Et après, dividende sur, du coup, que cette boîte-là aussi? Ou Ouais, t'as dividende, pas- je veux dire, très honnêtement, j'en ai jamais pris. Ok. Jamais pris de dividende de ma vie. putain, ultra intéressant. Ouais. Parce que t'as aussi des SCI personnels, ce genre de choses, t'as Ouais. des l'IMO perso. Ouais, ok. ouais. J'ai de l'IMO perso. Ouais. J'en avais vraiment pas mal et j'en ai vendu pas mal pour faire du Amorcer. capital Ouais. et investir en fait dans mes boîtes. Ok. Tu vois, j'ai réinvesti à chaque fois. Mhm. J'ai remis au pot, comme on dit. Ouais. Il me reste un petit peu. Mais c'est sûr, c'est juste que moi, en fait, je me verse une rémunération Mm. qui correspond à mon mode de vie, etc. Machin. J'ai pas forcément de profil épargnant, tu vois, je mets pas. Voilà. Mais en effet, c'est l'IMO qui me Mm. fait l'épargne. Ouais. De temps en temps, je vends un truc où il s'est amorti. Mm. Et puis voilà, quoi. Ok. Ultra intéressant. Et comme j'ai une vision d'investissement. Mm. Donc, plutôt que de me prendre des dividendes, ça a aussi tout l'intérêt de la Bien sûr. plutôt que de me prendre des dividendes. Une fois que j'ai payé mon IS en bas sur mes filles, Mhm. je remonte à la mer, donc je remonte le cash dans la holding. Je paye 5% des 25%, donc 1,25%. Frais de frottement ridicule. J'ai de l'argent Pour disponible en haut. balancer, ouais. Et du coup, je peux développer d'autres. Si je le prends en REM, tu connais, je vais me faire Tu vas tuer. éclater, ouais. Plus les impôts, le ci, le mi, pour ensuite réinvestir. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout si en plus tu te verses déjà un salaire qui correspond à ton niveau de vie et que derrière t'as de l'IMO en plus qui te back. Voilà. Ok. En fait, voilà, et j'ai une logique Mm. d'investissement. Ouais. Donc, en fait, je gagne, je remets. Et d'ailleurs, ça, est-ce que. Parce que là, tu vois, on voit quand même que tu es en train de créer un groupe, enfin, tu crées un groupe où tu es quand même acteur, c'est-à-dire que c'est des projets que tu choisis, tu vois, qui te tiennent à cœur, ou comme tu as dit, le kiff est vraiment important pour toi. Est-ce que tu as quand même une logique, que ce soit avec Empreinte ou une autre société, de l'investissement, tu vois, genre dans des startups ou dans des choses comme ça, ou pas du tout? J'ai été tenté. Ouais. J'ai été tenté, on me l'a proposé plusieurs fois. J'imagine. J'ai été à deux doigts sur certains projets. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas le niveau de maturité nécessaire Ok. pour investir. Enfin, c'est même pas une question de maturité, c'est. Je suis pas prêt à investir aujourd'hui totalement sur un projet de quelqu'un d'autre sur lequel je n'ai pas la main, étant précisé que j'ai plein de projets
Ou t'as déjà quoi? Où j'ai la main Ouais. et où j'ai la main, où je peux avoir la main. Et du coup, j'ai pas de fonds illimités. Donc, si tu veux, si j'avais des fonds, tu multiplies mon patrimoine par 100, ah oui, j'investirais direct. Mais aujourd'hui, je n'ai pas. Et donc, à choisir, puisque choisir, c'est renoncer, je choisis de développer mon groupe, de développer mes propres projets, et pas de me disperser, mes forces et finalement mes actifs. Et tu restes sur ta zone de génie qui est de créer des entreprises où tu kiffes. Avec Voilà, et je reste sur mes trucs. Voilà. Après, si c'est des petits billets, machin, pourquoi pas, mais aujourd'hui, j'ai pas. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'attire en soi. Parce que forcément, j'aime ça. Et mais tu penses vraiment que c'est genre je dirais un autre game, tu vois, sur lequel tu vas aller plus tard, c'est-à-dire que tu as une vision où tu sais que tu vas peut-être aller chercher ce genre d'entreprise, enfin, continuer, le développement des entreprises que tu fais actuellement jusqu'à un certain peut-être palier que tu as en tête ou pas, et dire, ok, bah, tu vois, tu l'as dit, un patrimoine x100. Imaginons que ton patrimoine, il est x100. Cette fois-ci, j'arrête de développer les entreprises de mon groupe et je vais commencer à investir là-dessus. Ouais. Ou alors, non, pas du tout, c'est juste... Aujourd'hui, je sais pas te répondre, mais si j'avais vraiment des moyens très très conséquents, ce que je ferais, c'est que oui, j'investirais à côté, start-up ou pas. Ok. À côté de dirigeants, de chefs d'entreprise qui se donnent les moyens. Ok. Et avec un peu des profils que je sélectionnerai en mode, tu vois, l'entrepreneuriat comme moi te sauve. Toujours en accord. Parce que, en gros, self-made man, en gros, tu pars de rien, t'es en galère et du coup, t'as besoin de ce coup de pouce, tu vois. Et ça, je trouve ça chouette. De dire, ok, tu vois, t'as envie de faire quelque chose et du coup, c'est un petit booster. Et ça, tu le dis, c'est même ton pseudo parce que 15 sociétés, alors 23 en 14 ans, ça te suffit pas. Donc ça me suffit pas ton pseudo. Ouais. La question, tu vas aller jusqu'où? Je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question, mais j'ai pris des mesures. C'est que, en fait, si tu veux, moi, ce qui me fait kiffer, en fait, c'est, tu le sais, c'est de me nourrir cérébralement. J'ai besoin, en fait, de bosser sur plein de projets. Parce que sinon, en fait, je m'ennuie. Et j'ai tenté plein de choses pour essayer de me canaliser et tout. Je suis très canalisé. Quand, par exemple, je suis sur un projet, je suis à fond sur le projet, je suis focus, je suis machin, je le prends, je le dézingue, je passe à un autre. Mais j'ai besoin aussi, en parallèle, d'avoir toujours des tâches de fond, d'avoir des trucs pour vraiment, en fait, me nourrir, tu vois. Et j'ai trouvé une solution. Puisque ma dernière boîte que j'ai créée, c'est une agence d'accompagnement pour chefs d'entreprise ambitieux, où on les aide à passer au niveau supérieur, puisque c'est en 2 volets. Le premier volet, c'est des sessions de mentorat, donc qui sont réalisées par moi-même. Je souhaite vraiment, tu vois, contribuer. Et plus tard, je vais avoir toute une team de mentors, aussi de coachs, d'audits, de plein de trucs. Et le deuxième volet, qui est ultra complémentaire pour moi, et c'est une offre et une stratégie, une approche 360 que j'ai créée, quelque chose d'holistique, tu vois, de regarder tout, c'est on va gérer l'image de marque, tant du dirigeant que de son entreprise ou de ses entreprises. Et du coup, si tu veux, c'est une édition 360 avec du branding, de la création de contenu, vraiment qualitatif, tu vois, comme d'hab, on fait du beau, on le fait bien. Stylé. Et moi, j'adore ça. Parce que du coup, j'agis moi en tant que mentor, je fais des sessions one-to-one, etc. Et j'ai l'impression que les gens que j'accompagne, c'est mes sociétés. Parce que quand j'étais salarié, je bossais comme si c'était pour moi. Et là, quand j'accompagne quelqu'un, comme si c'était pour moi, quoi. Je vis le truc, les tripes dedans, etc. Hier, j'ai fait une session avec un gars que j'adore, où c'était très dynamique et tout. Et j'étais comme possédé parce que j'ai l'impression qu'on parlait de ma boîte. Et là, il y avait un truc, il fallait agir, etc. Et du coup, c'est une solution qui va me permettre de pas créer 10 boîtes par an, tu vois, et de me nourrir en même temps. C'est intéressant parce que comme on l'a dit en off, mais je pense que tu vois, c'est important d'en reparler. C'est que voilà, globalement, je le mets comme ça, puisque bien sûr, on est toujours en croissance et t'as réussi, comme tu l'as dit. Ouais. Financièrement, c'est OK, etc. Et maintenant, tu passes sur un autre step où t'as envie encore d'aller plus loin, d'aller un peu rendre et en même temps te nourrir intellectuellement sur ce côté stimulation, challenge de j'ai envie de rendre, de stimuler. Exactement. Premier constat, on grandit pas seul, on grandit avec les autres. Et moi aussi, quand je transmets, j'apprends plein de choses en fait. Donc ça, déjà, j'adore. Deuxième truc, vraiment
envie de contribuer, de servir à quelque chose. Je suis sorti de l'opérationnel depuis 2017. Toutes mes boîtes sont géniales, mais c'est pas forcément des boîtes à mission, à impact. Et j'avais envie d'impacter vraiment la vie des gens. Et en fait, c'est un constat aussi parce que depuis des années, sans le vouloir, je conseille les gens, je les accompagne, etc. Et j'ai plusieurs copains qui sont dans ces business-là et qui m'ont dit « Mais Samuel, tu te rends pas compte, en fait. Ta capacité d'analyse, ton background, ton vécu, ton expérience, ton machin, tu pourrais vraiment aider des gens. Et comme on te connaît, on sait à quel point t'aimes donner, on sait à quel point t'es entier, on sait à quel point tu vis le truc à fond, etc. Franchement, teste. Est-ce que tu connais des masterminds, des machins? Je connais pas tout ça, moi. Donc, du coup, je les ai écoutés, je suis parti faire ça. Je suis parti faire un mastermind à Dubaï, j'ai vraiment fait tous ces trucs. Et en fait, je me suis dit, mais de ouf, parce que franchement, ce que je vois, honnêtement, à tous les niveaux, voilà, on peut faire. Et je pense vraiment que, en toute modestie, j'ai une pierre à l'édifice à apporter. Et en effet, t'as raison, je vais kiffer. Et j'ai commencé ça. Et en fait, en effet, je retire un énorme bénéfice, on va dire. Vraiment, c'est bénéfice tangible. De vraiment avoir l'impression de servir à quelque chose, de contribuer. Donc, vraiment, je me régale, quoi. Mais c'est sûr que ça se voit et ça, nous on se connaît pas. Hein. Enfin, on se connaît des réseaux. On se connaît des réseaux. On a échangé 2-3 messages. On a eu envie de se rencontrer depuis longtemps par cette thématique du multipreneuriat. C'est vrai. Et moi je te l'ai dit, c'est vrai que tu transpires cette envie de partager, de donner. Ça se sent direct. Enfin, je veux dire, moi, tu m'as fait des recos directs alors qu'on se connaissait pas. T'as une réactivité j'ai honnêtement jamais vu ça. Ah ouais. Moi, j'adore être très réactif. C'est un délire. On m'appelle Bim Bam Boum. Ah, mais c'est un vrai délire. Ouais, tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'on va aller là-dessus. Je voulais juste dire que c'est vrai que c'est pour ça, je te l'ai dit en off, mais je le dis, tu vois, moi aussi, je mets un pistolet chargé sur la tempe. C'est vrai que voilà, sur le mastermind multipreneuriat, j'aimerais bien te faire intervenir parce que tu as une vraie logique là-dessus où déjà, tu as constitué un beau groupe et tu as énormément à transmettre. On fait le switch parfait, bim bam boum. Allez, bim bam boum. Comment tu fais pour gérer 15 boîtes tout en faisant du sport? Tu fais quand même de la muscu, tu fais du paddle. Et puis tu profites aussi de ta famille parce qu'on l'a dit au début, c'est quelque chose d'important pour toi. Très important. Et tu vois, moi j'ai toujours dit qu'il y avait 3 temps. Je les distingue comme ça. Tu as le temps professionnel consacré à tes activités, le temps personnel, donc lecture, sport, etc. Et le temps relationnel que tu mets sur les amis, la famille, etc. Je suis d'accord. Et donc comment tu fais pour gérer ça aujourd'hui? Comment tu vois, et là je te fais le gros topo, après je te laisse développer, mais je veux vraiment que tu vois, on aille dans le concret et dans le profond de comment tu t'organises, comment tu définis tes trucs, même de logique d'emploi du temps. C'est-à-dire que tu vois, là on a vu tout ce que tu as réussi à accomplir. Je veux bien que les personnes ils se rendent compte aussi de l'emploi du temps que ça peut générer, que ce soit en termes de temps, etc. Et peut-être que ça a évolué aussi parmi toutes ces années. Ça a évolué énormément. Je suis totalement d'accord avec toi, je le dis tout le temps, je l'ai dit en mentorat encore, on a 3 curseurs, en effet. Temps perso pour nous, temps pro et temps pour ta famille, on est d'accord. Je t'ai dit, j'ai eu une période où j'ai travaillé comme un fou. Donc vraiment, ce curseur, il était là, forcément, temps pour ma famille. À l'époque, c'est on va dire que ma femme ou mes amis étaient très restreints, et temps pour moi, quasiment inexistant. Et quand j'ai structuré tout, je t'ai dit, j'ai acheté du temps. C'est à ce moment-là où j'ai rééquilibré ces curseurs et que j'ai compris qu'il fallait pas forcément travailler dur pour réussir, mais qu'il fallait travailler smart, travailler intelligemment, travailler l'efficience, le rapport temps passé, profit ou effet ou tu vois ce que tu vraiment ce que tu produis, tu vois. Et donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, en effet, vu que je suis plus du tout dans l'opérationnel, comment je fais pour gérer tout ça? Le premier truc, c'est que je me suis entouré. Je me suis entouré comment? En fait, je te l'ai dit, en cédant des parts de société, en ayant des directeurs, des directrices, des gens impliqués, que je dis, voilà, c'est ta boîte, etc. En apprenant à déléguer aussi, mais quand je dis apprendre à déléguer, c'est pas t'engages quelqu'un, tu lui dis quoi faire, voilà. Non. Apprendre à déléguer, il y a tout un mindset derrière ça, il y a tout un... Tu vois, il faut comprendre que les gens que tu engages ne sont pas tes clones
et que peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, j'aime bien dire ça, t'attacher plus aux résultats sans transiger sur les valeurs du groupe. Attention, ça, voilà. Mais du coup, il y a un gros volet là-dessus, tu vois, de savoir comment déléguer. Et ensuite, c'est de l'organisation personnelle en mettant, tu veux, les curseurs à l'endroit que tu as envie de les mettre. Mais moi, je suis plutôt un mec qui suis, on va dire, épisodique. En fait, j'aime pas trop être linéaire comme ça. J'aime bien, tu vois, avoir des phases de sprint et des phases un peu plus cool. Parce que je suis comme ça, en fait. À un moment donné, je me restreins pas. Si je suis lancé et que je suis machin, bah, je suis à fond. Puis à un moment donné, si là, je sais pas, je sais plus, je machin, bah, hop. Ça peut être dans la journée, hop, machin, hop, je vais faire un paddle. Ou ça peut être au bout d'un mois, j'ai tiré comme un fou, j'ai fait le taf de n'importe quoi d'un an. Et du coup, bah là, voilà. En fait, c'est vraiment des phases. Et du coup, j'arrive vraiment à trouver un super équilibre. Du temps pour moi, et je suis assez fier de ça. C'est une belle réussite parce que je pensais pas y arriver. Vraiment, de là où je partais, franchement, il y avait du taf. Mais ça fait partie aussi du développement perso, tu vois. Mais je trouve du temps pour ma famille, vraiment. Je trouve du temps pour moi, vraiment. Et je trouve du temps pour mes sociétés, vraiment, tu vois. Et là, je suis vraiment content de ça. Vraiment content. Et comment tu fais pour... Bah alors c'est cyclique, donc peut-être tu as déjà répondu, mais du coup quand tu lances une nouvelle société, c'est là où tu rentres peut-être en sprint. C'est pour le lancement d'une Alors boîte. Sans non plus transiger, aujourd'hui vraiment il y a 2 points durs, c'est que tu vois, j'ai ma famille et mon temps perso un minimum, ça je transige plus, tu vois. Mais en effet, je vais choisir de me focus sur une tâche plutôt qu'une autre, ou une grosse tâche qui amène forcément plein de sous-tâches. Et la création d'une société, bah forcément, je vais me focus sur la création de cette société, tout en restant hyper disponible et réactif pour mes équipes tout le temps, de partout. Mais eux-mêmes sont assez autonomes. Donc, ont très peu besoin de moi, voire pas, en fait. Puisque j'insuffle, en fait, moi, la vision, la stratégie, le développement, plein de choses. Mais le quotidien, ils se débrouillent tous sans moi. Il n'y a personne qui a besoin de moi. Comment t'es... Bah alors ça m'intéresse parce que t'es plus dans l'opérationnel, mais je suppose que tu guides encore quand même la vision de... La vision, bien sûr. La vision. Donc, comment t'es organisé avec ces personnes qui sont soit associées, soit directeurs de tes entreprises? Est-ce que t'as une... Tu vois, vraiment... Là, je veux qu'on rentre encore plus au niveau micro. Comment t'es organisé au niveau de la semaine? Comment ça se passe? En fait, il y a pas d'organisation précise. En mode lundi, je vois un tel, mardi, je vois un tel, jeudi, je vois un tel. Il n'y a pas ça. Par contre, en fait, moi, j'ai un fonctionnement, comme tu l'as dit, je suis hyper réactif. Donc, je me veux hyper disponible. Donc, en fait, j'ai un fonctionnement de base où tous mes directeurs, eux, ils sont conscients que je suis là si besoin, mais ils sont intelligents. Donc, ils savent très bien ce sur quoi ils vont me questionner ou ce sur quoi ils vont se débrouiller et trouver des solutions. Ça, comment tu as fait pour le transmettre? En fait, ça s'apprend. Si toi, tu viens me voir, que tu me poses une question, tu m'amènes un problème. Tu vois, je dis tout le temps, le mec, c'est des ameneurs de problèmes. Tu m'amènes un problème sur un plateau. Ce que je faisais au début, moi, avant de structurer, problème, tu me l'amènes, je te le résous, ciao. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire la fois d'après quand tu arrives à un autre problème? Je te ramène le problème. Tu me l'amènes. Et moi, je résous tout. Et ça, c'était l'histoire de ma vie. Et en fait, mon téléphone sonnait tout le temps. Je recevais des millions de mails, des machins, des trucs. J'avais le cerveau qui fumait, tu vois. Mais je me dis, c'est pas possible, ça, en fait. C'est des conneries. Donc maintenant, je fais plus tout ça. Tu m'amènes un problème. Je t'amène à te questionner sur le problème. Je t'amène à te poser des questions sur ce problème. Et ensuite, je t'amène à trouver les solutions de ce problème. Et ensuite, je te dis, OK, pour cette solution, quelle est la solution qui te paraît la plus adaptée? Celle-là? Ben, OK, je suis d'accord. Mais en fait, du coup, est-ce que tu es sûr que tu avais besoin de venir me voir? Puisque là, en fait, tu viens de trouver. Donc, en fait, je leur apprends à réfléchir. Et ne donne pas du poisson à un homme, apprends-lui à pêcher. Et tu fais ça sur chacun de tes directeurs, chacun de tes Ouais, j'essaie vraiment, en fait, moi, je suis pas un gars qui dit, c'est comme ça. Je dis plutôt, OK, moi, je pense qu'il faut faire ça, au regard de ça, parce que le risque, il est là, parce que l'engagement, il est là. Et donc, je pense que si on fait ça, ça sera pas bon comme ça. Si on fait ça, ça va amener ça. Et donc, selon moi, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est ça.
Et donc, ils ont la logique, tu vois. Je résous pas le problème de maths en T'expliques disant pourquoi. le résultat, c'est ça. J'amène toute la logique pour qu'ils se l'approprient à leur sauce et qu'ensuite ils fassent leur propre logique, mais avec un raisonnement. Je dis tout le temps, tu vois, les gens aujourd'hui, globalement, ils manquent de raisonnement. Ça raisonne pas. Tu vois, il faut du bon sens et du raisonnement. Mais ça s'apprend, en fait. Tu vois, tu as des métiers. Ma femme est avocate. On leur apprend dans leur formation à raisonner. Tu dois raisonner. Tu as un problème juridique, tu dois raisonner. Et ben, en fait, pour moi, un entrepreneur, il doit savoir raisonner. Un directeur, il doit savoir raisonner. Et du coup aussi, le transmettre à ses équipes. Ok. Et du coup, tu dis ça, tu leur expliques pour, on va dire, limiter les sollicitations que tu peux avoir d'eux. Ouais. Mais concrètement, comment tu arrives à insuffler cette vision? Comment tu t'as dit que tu n'avais pas de rendez-vous fixe? Donc, Alors, une semaine classique de Samuel, c'est eux qui vont solliciter ces rendez-vous. Okay. Après, j'ai des rendez-vous à l'échelle du groupe aussi. Ouais. Des comités de pilotage, des comités de direction, etc. avec les différents... Parce que là aussi, il y a un gros enjeu. Bah ouais. C'est que, en fait, les synergies, elles sont créées, elles sont pensées, elles sont vues, mais il faut aussi qu'elles vivent. Ah ouais. Donc, si tu veux, il y a des réunions qui sont dressées pour ça avec des... Tous les combien à peu près? Copil, c'est à peu près tous les 2 mois. Ok. Tous les 2 mois, Voilà. Et comment ça se passe une réunion classique de ça? Bah, en fait... Déjà c'est tous les directeurs? Ouais, alors ça dépend, mais oui. Et là, par exemple, tu vois, on va travailler la filière bâtiment. Des fois, il va y avoir que le bâtiment. Okay. Mais on essaye, dans tous les cas aussi, de venir plus largement. Puisque, en fait, même, tu vois, même les voitures, même ma boîte d'accompagnement de chef d'entreprise, en fait, tout est en synergie. Vraiment, parce que la plupart de nos clients qui nous achètent des Ferrari sont des entrepreneurs, donc ont des besoins d'entrepreneurs, peuvent être intéressés par un branding, une image de marque, un accompagnement, peuvent aussi être intéressés par faire des travaux de qualité, ont envie de se restaurer. Donc, tu vois, il y a un truc quand même... Voilà. Donc, on travaille les synergies, on travaille les réunions pour que, tu vois, travailler ce lien. Donc, comment se passent les réunions? Chacun a fait une partie de taf en amont. Sur un sujet, sur une problématique du moment, sur peut-être sa problématique. Comme ça, on se sert du cerveau collectif pour se dire, ok, bah voilà, tu vois. Ah non, mais moi je crois que ça, là, là, là. Donc tu vois, brainstorming, quoi. Et on essaye de faire des temps assez courts. Parce que après, ça peut partir en réunionnite aiguë. On est tous des gens on parle beaucoup. Bien créatif et tout. Ouais. On aime ça, tu vois, on aime parler, on aime échanger. Voilà. Et donc, du coup, voilà, l'enjeu, c'est de condenser et d'être impactant et d'être pragmatique. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as aussi une logique, tu vois, chiffre du groupe? En gros, pas à ce au global, on fait ça. Voilà, dans chacune de vos verticales, vous en êtes là, etc. Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, les chiffres sont pas évoqués. Les chiffres sont évoqués la plupart du temps lors d'une réunion mensuelle par filiale. Là où le directeur de la filiale va venir amener les chiffres. Tu vois, là, on va vraiment parler chiffres. Et là, c'est juste vous deux? Non. En fait, je fais venir les équipes encadrantes aussi. Par exemple, si tu prends l'exemple de ma boîte de travaux, c'est là où on fait le plus, on va dire, de reporting. Et ben, donc, tu as Benjamin, qui est mon associé, qui est le directeur général. Et on va faire venir tous les conducteurs de travaux. D'accord. Tout le monde pour vraiment les impliquer. Pourquoi? Parce que moi, c'est transparence 100%. Les mecs, ils savent tout, en fait. Ils savent combien je gagne, ils savent le prix du loyer, ils savent... Le prix des matériaux. Tout. Ouais, tout. Et du coup, en fait, c'est transparent, carte sur table, en mode gagnant-gagnant, parce que aussi, on a à cœur de ça, c'était ma vision, et Benjamin est venu la renforcer, de se répartir les richesses. Et donc, ça veut dire que à la fin de l'année, ils ont des primes sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on fait. Et le plus important chez nous, c'est la satisfaction client. Après, les chiffres, la rentabilité de ça, bien évidemment, on a un business. Mais du coup, ils sont impliqués, investis dans le truc. Ils voient les bons comme les mauvais, parce que si tu es extérieur, tu vois avec ton prisme, et tu vois pas forcément tout. Et du coup, là, l'idée, le souci de transparence, quand tu es droit dans tes bottes, j'estime que tu peux être hyper transparent. Et
Ça, donc tu as dit, c'est reporting une fois par mois pour cette Ouais. boîte-là. Ouais. Les autres boîtes aussi ou un peu plus espacées? Un peu plus espacé, Ok. ça dépend, tu vois, parce qu'il y en a d'autres, on est un peu plus, par exemple, Dionys, les voitures, on a tâtonné sur certains types de reporting, on en a fait, mais ça se met aussi en place, parce que c'est jeune. Ouais, ça fait quoi? Ça fait un an? On a à peu fêté, près nous, 1 an. 1 an, ouais. Voilà, mais on a déjà bien développé et tout ça, on est super content, mais on vient de fêter, nous, 1 an en août, tu vois. Ok. Donc c'est jeune. Et sinon, oui, globalement, c'est ça, une fois par mois. Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place pour justement driver par exemple, je sais pas, est-ce que c'est toi qui continue de t'impliquer dans les recrutements? Est-ce que tu vois comment ça se passe pour en fait, toi, qu'est-ce que tu fais encore au niveau de ces Ouais. sociétés, à part ce reporting mensuel, Ouais. à part cette Alors- réunion tous les 2 mois, tu vois ce que je veux Alors, dire? ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je suis, comme je te l'ai dit, je le répète, mais toujours dispo. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je travaille pas dans l'opérationnel, mais à la fois, je suis toujours dispo. C'est-à-dire que au quotidien, t'as un mec qui peut m'appeler, et là, on parle d'un truc, et s'il faut, on programme un rendez-vous, un truc très spécifique, etc. Et là, par exemple, sur les voitures, c'est encore jeune, ça fait 1 an. Donc, on a fait plein de choses, mais on a encore plein de choses en construction. Donc, j'ai un échange quotidien avec Loris, qui est le directeur général, du coup, quotidien. Je dois échanger avec lui entre 50 et 100 messages, tu vois. Mais après, c'est des banalités et c'est des trucs plus importants. Ouais. Mais voilà, en fait, il y a vraiment pas de règle. Il n'y a pas une recette, enfin, j'en ai pas en tout cas, là, de dire ça, c'est ce truc spécifique. Moi, mon truc spécifique, c'est d'être hyper dispo pour tout le monde. Tu peux préciser hyper dispo. Moi, je l'ai constaté alors qu'on se connaissait pas, mais est-ce que tu peux préciser parce que tu sais, être hyper dispo, c'est pas la même chose pour tout le monde. Être hyper dispo, c'est je te réponds dans 1 semaine, je suis dispo. Tu vois. En fait, moi, si tu veux, alors, sauf cas particulier, là, tu vois, on va passer 2 heures ensemble. Évidemment, je vais pas envoyer des messages, je vais pas tout ça, évidemment. Mais en général, parce que je respecte aussi mon interlocuteur, si je déjeune avec quelqu'un, je vais être avec lui, je vais pas être sur mon tel. Enfin, voilà. Mais en gros, mes rendez-vous, ils peuvent durer 1 à 2 heures max. Si je suis en rendez-vous, dès que je sors de rendez-vous, bah, je réponds à tout. Donc, le pire qui puisse arriver, c'est un truc comme aujourd'hui, c'est 2 heures de latence. Mais normalement, je réponds dans les 5 minutes. Et c'est réel. Je te dis, on se connaissait pas, je t'ai envoyé des WhatsApp, tu m'as répondu en moins de 5 minutes à chaque fois, j'étais là, ah ouais. Je réponds dans les 5 minutes. Solide. Et aussi, c'est un truc que je transmets, ça, je dis aux gens, mec, toutes les tâches que tu peux faire en moins de 5 minutes, tu les fais tout de suite. C'est ultra intéressant parce que toi, tu es ultra disponible, c'est-à-dire que bien sûr, tu as les notifications de messages, WhatsApp, etc. Moi, c'est un truc, j'ai 0 notification, tu vois. Sinon, ça te perturbe. Bah, en fait, j'aime bien être dans mon truc, c'est ça. Et justement, je mets en place plutôt les process pour presque n'avoir aucune sollicitation. Je comprends. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est là, tu as dit que tu étais super disponible. Est-ce que tu es disponible que du coup pour tes directeurs et associés ou aussi pour, par exemple, le chef de chantier? Je suis disponible pour tout le monde. 100%. Du mec qui est manœuvre au directeur PDG du truc. Mais en fait, la réalité, c'est que ils me sollicitent pas beaucoup, tous. Et ceux, justement, comme tu dis, en dessous, entre guillemets, même si moi j'estime qu'il n'y a personne en dessous, sûr. parce que je suis dans du management, complètement d'accord. vraiment, tu vois, d'ailleurs, ils ont refait un organigramme du groupe, là, mon service com, ils ont mis un organigramme comme ça, vertical, je dis, mais les gars, vous refaites tout. Dis-moi, on va perdre 3 heures, je m'en branle, en fait, moi je veux pas un truc, genre je suis en haut, les mecs sont en bas, c'est quoi ça? Vraiment, voilà, il n'y a pas besoin de le dire que je suis le fondateur du truc, les gens le savent, mais l'idée, c'est, tu vois, d'avoir quelque chose de plus vertical, de plus horizontal, pardon, pour que justement tout le monde puisse s'exprimer. Et moi, franchement, j'ai un ouvrier qui vient me parler, qui vient de truc, je kiffe, je viens de là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de personnes, tu vois, dans tout le groupe, si tu devais faire à peu près 35. Ok. Voilà, à peu près 35. Mais voilà, vraiment, moi, je parle à tout le monde et j'ai ce côté... voilà, c'est tous mes potes, fluide. Quoi. Et en fait, autre sujet, comme tu disais, est-ce que tu t'impliques dans le recrutement? Faut pas que j'oublie cette question. Mais oui et non. C'est-à-dire que, en fait... T'as vu que je t'avais pas fait d'exercice où tu devais choisir. C'est gentil, je suis incapable de choisir. Et la plupart du temps, quand on me pose une question, je réponds au moins par 3 questions. Mais là, on va dire que oui et non. Là, t'es calme. Là, ça je suis calme. On va dire que je suis calme, là, voilà. Je vais faire attention, mariner ton coach. Fois, ça, voilà. Mais
on va dire que alors le recrutement, oui et non. Pourquoi? Parce que en fait, donc j'ai une directrice adjointe de groupe et puis elle-même a 2 assistantes, tant le RH sur l'administratif que sur le RH. Donc ils font des campagnes de recrutement où il est exposé les besoins par les différents responsables et directeurs et on valide en amont évidemment les budgets, etc. Et puis on dit ok, bah là on a besoin de recruter telle personne à tel poste. Donc une annonce est passée, etc. Ça, on va dire, c'est la voie traditionnelle. Mais en fait, moi, je suis un peu non conventionnel sur tout. Et tu vois, je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a 2-3 jours, j'ai mis une story sur mon Insta, ça me suffit pas. Et j'ai dit, voilà. En fait, j'ai... ah oui. Parce que la directrice adjointe du groupe m'a dit, Samuel, on a un groupe WhatsApp où du coup, tu as les 35 personnes là. Elle m'a dit, ce serait bien, comme on ne voit pas souvent, elle m'a dit, que tu fasses de temps en temps une petite vidéo sur le groupe WhatsApp, tu vois, pour en fait pour motiver les gens, pour voilà, tu vois, avec plaisir. Donc du coup, j'ai fait une vidéo face cam, salut les gars, machin. Et puis il y avait un déjeuner qui était organisé le midi. J'espère que j'en verrai bon nombre d'entre vous, etc. Et donc on a fait ça. Qu'est-ce que je disais? Que tu étais sur au niveau du recrutement RH et ensuite tu étais sur le groupe. Faire ça. Des fois, j'ai des trous comme ça. Ouais, mais c'est bien. C'est pour vérifier si je suis en train de suivre. Exactement. Et le recrutement, en fait, si tu veux... c'est un métier. J'écoute souvent mes interlocuteurs aussi. Ça. Le recrutement, en fait, des fois, je m'implique dedans. Comme là, tu vois, j'ai mis une story sur Insta et j'ai chopé 3 super profils. Et... ouais, j'ai vu ta meilleure. J'ai fait des recrutements de fous. J'ai un tout petit Insta, une toute petite communauté, moins de 1500 personnes. Ouais. Et pour autant, cet Insta, j'ai fait des recrutements de malades. Stylé. J'ai trouvé des associés là-dessus. J'ai trouvé des recrutements de fous furieux. Et donc, je me suis dit, je continue ça. Et donc, voilà, c'est ça. Je retrouve le fil. J'ai fait cette vidéo. Je l'ai ensuite, parce que c'était à la demande de Nina, j'ai demandé, si tu veux, à tout le monde si ça leur plaisait, ce type de vidéo, tu vois. Donc avec mon humour légendaire, en mode non, voir ta tronche le matin, non merci, machin, bon bref. Et globalement, ils ont tous voté, ah ouais, on kiffe, on en veut d'autres. Alors je sais pas si c'était hypocrite ou pas. Hein. Et du coup, j'ai posté ça sur Insta et j'ai dit, si toi aussi tu veux voir ma tronche de bon matin, si tu peux supporter ça, tu vois, eh ben, on recrute, tu vois. Et donc, j'ai mis une photo de moi avec une bagnole, machin, et j'ai mis, on recrute, je sais plus, un chef d'atelier, un chef d'équipe, un commercial pour les bagnoles, voilà. Et j'ai eu des super candidatures. Mais à chaque fois, on se rend pas compte de la puissance d'Insta, des réseaux sociaux. Ultra puissant. Balèze, hein. Ultra puissant. Et c'est pas que de la visibilité, être influenceur ou quoi. C'est en termes de réseau, de visibilité, d'image qu'on transmet aussi. Ultra puissant parce que, comme je te dis, tu vois, toute petite communauté et pour autant hyper engagée. J'adore ma communauté. Et candidat que t'aurais pas eu si t'avais posé ton post sur... J'ai des super pépites qui sont dans le groupe depuis quelques années que j'ai trouvé sur Insta. Ouais, c'est beau. C'est dingue. Ouais, c'est clair. Est-ce que, parce que là, tu vois, le temps fond, c'est bon, t'as quand même plein de boîtes à gérer, donc je vais pas te prendre ton temps. Ah, d'ailleurs, tiens, petite question. Si tu devais en garder qu'une seule de toutes tes sociétés, tu garderais laquelle? Ouf, ça c'est super compliqué. Bien sûr, t'as pas le droit de dire empreinte. Ouais, voilà, parce que je garde empreinte. C'est super compliqué. Parce que, tu vois, ma boîte de cœur, c'est ma première boîte. Tu vois, en plus, c'est un peu le fer de lance, etc. Ma boîte de kiff, bah, les bagnoles. Et ma boîte vraiment qui me prend aux tripes, tu vois, c'est la boîte d'accompagnement de chefs d'entreprise ambitieux, là, avec ces sessions de mentorat que j'anime. Je suis incapable de choisir. Tu vois, j'ai mis 15 jours à savoir, souviens-toi, si j'allais arrêter ou si j'allais développer. Là, il me faudrait au moins 15 jours et le choix serait cornélien. Ok. Et tu serais dans une logique là. Et là, si demain tu dois créer, du coup, tu m'en as donné plein, mais t'as déjà plein d'idées de boîtes à développer. Ouais. La prochaine que tu vas développer, c'est laquelle et pourquoi? Alors, la prochaine que je vais développer, que je vais créer. Oui. Ouais. Pardon. La prochaine que je vais créer, c'est la mécanique chez Dionis, parce que c'est déjà dans les tuyaux. Okay. C'est déjà en cours. Et c'est une logique, en fait, d'avoir la mécanique en plus de la concession. Après, dans la filière bâtiment, il y a 2 trucs que je voudrais faire. C'est l'agence immobilière
et éventuellement une société de ménage, mais de ménage Ouais, quali. pareil, ultra Parce que rapide. moi, je pense que le ménage, tu vois, c'est une des professions d'avenir, tu Ouais, vois. de ouf. Mais vraiment, tu vois. Parce qu'on parle souvent d'IA, de start-up, de Mhm. machin. Ouais, ouais. Mais des trucs pragmatiques, Mhm. c'est Bien hyper sûr. intéressant. Tu sais qu'une des boîtes qui fait le plus de chiffres à Dubaï, Ouais. devine ce qu'elle fait. Le ménage. Ouais, mais d'un truc assez Le particulier. toit. Presque, Les tours. Les les vitres. vitres. Ouais. Il y a que Parce des que tours qui les ont des toits, vitres de frérot, partout. j'étais choqué. À Ah ouais? Dubaï, j'arrive à 3h30 du matin, la dernière fois. Mm. Et Apple, là, ils ont un truc de fou en rotonde et tout. Et les mecs, en fait, ils nettoient le toit Waouh. à 3h30 du matin. Ah, attention, à la serpillière. Parce qu'en fait, là-bas, t'as toujours un mec qui est plus haut que Qui est toi. plus haut, forcément. Donc, il faut qu'il ait la vue propre, tu vois. Et Incroyable. il nettoie les sols. Ça, c'est un autre sujet, mais pareil à la serpillière. Les rues à la serpillière. Ok. C'est Haut un level. délire. Haut level. Mais ouais, j'ai été Ouais. étonné sur les vitres. Mais bon, comme Ah, je que suis des d'accord. bâtiments en vitres, bah en fait, gros bise là-dessus, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas, qu'on n'a pas abordé là et que tu aurais aimé qu'on parle? Bah écoute, là globalement, je vois pas. Je pense qu'on a parlé un peu de. On a fait un peu le tour. Mhm. Après, tu le sais, hein, quand on rentre dans un sujet, on pourra en parler longtemps. Je pense que ouais, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un vrai sujet. C'est cool d'en avoir discuté. La vision. Juste là-dessus, tu vois, sur l'organisation, pour se donner. J'aimerais bien être aussi concrète, c'est-à-dire à un moment que tu bossais beaucoup Ouais, au tout début. ouais. C'est quoi quand tu Ah disais ouais, que tu bossais beaucoup à cette ok. époque-là? Bah, c'est 6 à 7 jours sur 7, de 6h du mat à 20h. Ok. Donc, j'ai pas calculé en nombre d'heures, Ouais, mais à mais je peu pense près que ça c'était ça, fait quoi. 14, 7, Ok. 85, 90 heures, quoi. Et aujourd'hui, en termes de. Est-ce que tu as. Parce que tu as dit que tu avais. Donc, tu as plein de choses qui changent, tu n'as pas d'emploi du temps vraiment Ouais. cadré, mais est-ce que tu as quand même des petites routines, des petites choses? Est-ce que tu te réveilles tout le temps un peu à la même heure ou est-ce que Ah tu te non, réveilles à quelle justement, heure et tout? en fait, moi, j'ai une routine Ok. C'est qui est d'avoir aucune aucune routine. routine. Ah ouais. Ah, alors là, tu vois, c'est Mm. ça. Tu Ça, vois, c'est quand je te dis, je intéressant. suis fier Mm. aujourd'hui de ce que j'ai fait, et franchement, ça, limite, c'est ouf que je puisse dire ça, parce que je suis le Non, mais genre c'est de bien. mec qui suis jamais content, jamais satisfait, Mm. et qui me fait jamais de compliments, et c'est jamais assez, et ça me suffit pas, et machin, mais tu vois, je me soigne. Mm. Donc, je le dis ici, je suis assez fier de ça, d'avoir trouvé cet équilibre-là, et aussi m'acheter un putain de luxe, c'est qu'en fait, je ne prends jamais, ou très rarement, de rendez-vous le matin. Mm. Alors, le matin, c'est pas 10h, hein. Pour moi, le matin, c'est 7, 8, 9, machin. Parce que je m'achète le luxe de ne jamais mettre de réveil. Jamais. Ok. Et tu te réveilles entre quelle heure et quelle heure sans réveil? Ça dépend, c'est variable, entre 6h30 et 8h30. Ok. Tu vois? Ça va être vraiment hyper variable. Mm. Et en fonction de mon besoin, quoi. Ok. Et donc, Et je tu te couches à m'écoute. quelle heure en moyenne? Alors ça aussi, c'est hyper variable. Ouais. Je peux me coucher assez tôt. Ouais. Genre, enfin, coucher ou dormir? Bah, vas-y, fais-moi les deux Ouais. si jamais Bah, coucher, ça dépend des jours, etc. Mais en gros, je peux entre 22h et 1h du matin. Ok. Et tu dis coucher, dormir parce que tu fais quoi? Tu restes Bah, ça sur ton dépend. tel Des fois, je surtout, peux, ou voilà, je peux regarder des trucs sur mon tel. En fait, je suis assez créatif. Enfin, vraiment, ça dépend. Ouais. J'ai des périodes, en fait, de créativité. Des fois, je suis très créatif le matin. Des fois, je suis très créatif le soir. Mm. Et des fois, je suis très créatif la nuit. Et des fois, je suis pas créatif du tout. Mm. Et des fois, je suis créatif en une semaine. Je sors des trucs toute la journée de fou. Et puis des fois, pendant 15 jours, plus rien. Mm. Donc, en fait, je prends quand ça vient. Comme les besoins de mes collaborateurs. J'y réponds quand ils en ont besoin. Mm. Et je me fixe pas de trucs. En fait, je peux pas. Si je me dis là, tu dois faire ça, c'est le meilleur moyen qu'à ce moment-là, j'arrive pas à le faire. Ok. Et donc, comment tu fais quand même? Parce que je suppose est-ce que tu as une liste de tâches quand même ou de choses à faire ou de trucs comme ça ou pas? Oui, je me mets un peu des tâches. Mm. C'est très récent parce qu'en fait, j'aime bien en fait stimuler mon cerveau. Ouais. Du coup, tu vois, j'ai plein de codes, par exemple, Mm. différents. Ça, c'est un exemple. Je garde tout en tête. Je note pas. Pour rester stimulé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais je vois là Mhm.
dernièrement que, ouf, merde, j'ai zappé ça. Ok. Ça m'était jamais arrivé. Ok. De zapper un truc, je notais rien, je zappais rien. Hmm. Et pourtant, des centaines et des centaines de points. Mais rien. Ok. Et j'ai entraîné ça. Hmm. Mais à un moment donné, je crois que soit il y a trop de choses, soit je baisse. Je pense que je baisse aussi. Et du coup, bah aujourd'hui, je note un peu, mais je note des grandes lignes, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Parce que tu vois, c'était un peu ma question. Comment, tu vois, t'es sollicité, mais comment réussir à être toujours à jour de tout ce qui se passe dans les différentes sociétés? Ouais. Parce que justement, à un moment donné, comme t'es quand même sorti de l'opérationnel, des fois, t'es peut-être pas la meilleure personne pour répondre, tu vois, à ce problème-là. Ouais, ouais. En fait, ouais, ça dépend. Si on parle vraiment de la filière bâtiment, travaux, etc., à date, vraiment, je suis encore la meilleure personne parce que, en fait, je transpire le truc, c'est facile, c'est machin. Okay. Sur des trucs voiture, tout ça, bah, en fait, oui et non, parce que du coup, je suis tellement, en fait, pas dedans que du coup, j'ai un point de vue qui les intéresse énormément. Parce que déjà, bon, ben, j'ai le point de vue stratégique du chef d'entreprise, le background, l'expérience, etc. J'ai aussi la notion des engagements aussi sur le tu vois, les flux financiers, les trucs, machin. Mais chez extérieur, donc du coup, ça c'est aussi ce que j'amène, tu vois, dans les sessions de mentorat. À la fois, j'amène vraiment cette guidance grâce à mon expérience, à mon analyse et tout. Mais j'amène aussi ce point de vue extérieur. Et je pense que tout le monde a besoin d'un point de vue extérieur et que ça permet de faire passer un énorme gap. Et du fait que je sois pas dans l'opérationnel, je pense que ça les aide encore plus. Et moi aussi, ça m'aide encore plus à prendre les bonnes décisions. Tu as parlé de téléphone et d'être tout le temps, comment dire, ultra réactif. Ouais. Moi, j'ai une petite tradition, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet épisode. Ouais. C'est quoi ton emoji que t'aimes et que t'envoies assez régulièrement? Parce que tu vois, là, il y a des personnes qui nous ont écoutés, ça va faire 1h30. Ouais. Enfin, même plus. Donc, du coup, tu vois, ce qu'on va leur demander, c'est de t'envoyer sur Instagram ou sur LinkedIn. Oui, d'accord. Ou de mettre en commentaire drôle, le petit emoji pour te montrer qu'ils sont allés jusque-là. Tu ouais, vois, une fusée. Épisode. Petite fusée. Ouais. Ça part direct. Ouais, voilà. Très cool. Écoute, merci pour tout ça. J'ai encore juste 2 petites questions et je te laisse tranquille. Bien sûr. La première question, c'est que ton groupe s'appelle Empreinte. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu veux laisser aussi une marque? Et déjà, je sais pas ça, si tu veux en parler ou quoi. Bien sûr. En fait, si tu veux, j'ai créé cette holding en 2016 et en 2021 ou 2, je l'ai renommée pour l'appeler Empreinte. Déjà parce que à l'époque, j'avais créé une holding, c'était vraiment juridico-pratique. Ouais. Et que là, après, c'était vraiment plus commerce pour amener le lien et amener, tu vois, la communication autour de ça. Et quand j'ai dû me poser, chercher un naming, Empreinte, ça claque. Ça m'est apparu comme étant une évidence. Parce que en gros, on laisse nos empreintes, tu vois, mes collaborateurs et moi. Après, il y avait un petit truc de base où empreinte, donc au pluriel, et sous le S, tu avais un petit point pour dire, ouais, tu vois, c'est les empreintes de tout le monde, plus le S, c'est le S de Sam. J'ai viré le point, parce que je voulais vraiment le truc collectif. Mais voilà, c'est important pour moi, en effet, de me dire, et encore plus, tu vois, avec cette nouvelle boîte qui s'appelle SIM, je la donne en avant-première, parce que je n'ai pas communiqué dessus, de contribuer. Et de laisser une empreinte, tu vois, de faire quelque chose, tu vois, quand on fait une belle réno, on laisse une empreinte, quand on vend une voiture de collection, que le mec il passe des souvenirs de fou, on laisse des empreintes, quand tu vois, j'accompagne des chefs d'entreprise ambitieux, c'est une empreinte de ouf, parce qu'eux-mêmes après, voilà, donc ouais, c'est hyper important. Et tu vois, aujourd'hui tu as une fille. Ouais. Est-ce qu'il y a une logique, tu vois, tu es dans la constitution du groupe, est-ce que toi, tu as une logique aussi patrimoniale pour elle, peut-être? Ou alors, pas du tout? Tu as quelle vision aussi par rapport à ça? Un peu d'empreinte, tu vois, de laisser quelque chose de... Tu veux dire sur les investissements que je peux faire pour elle ou sur elle si elle pourrait avoir un rôle plus tard? Ça, écoute, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que tu fais un truc très, très intéressant là-dessus. Je disais plus justement, tu vois, aujourd'hui, tu construis un groupe. Ouais. Des fois, on se demande un peu c'est quoi la finalité aussi de rajouter toujours des boîtes. Donc, est-ce que tu as une logique un peu patrimoniale de moi, je construis un patrimoine pour ma descendance, tout ça, ou alors pas spécialement? Non, pas du tout. Pas du tout.
En fait, je pense pas du tout à la logique patrimoniale dans la création de société. Ouais. Non, je réfléchis à, je crée de la valeur, j'impacte, je m'amuse, j'écris des histoires, voilà. Patrimonialement, par contre, je m'en occupe aussi, au travers de SI, etc., où j'ai déjà ma fille à l'intérieur avec un démembrement, avec des choses qui sont prévues, donc elle aura, en théorie, pas de souci. Mais non, je suis vraiment en mode... et tu vois, justement, je n'avais pas bien compris la question, et je l'avais interprété aussi de savoir, si tu poses la question de savoir, est-ce que, tu vois, t'imagines que plus tard, ta fille, machin. Alors, il y a un petit truc drôle, c'est que je sais pas ce qu'elle fera ce qu'elle veut, et honnêtement, comme tous les parents, je pense, ce qui nous intéresse, c'est que ton enfant fasse quelque chose qui le rend vraiment heureux, tu vois. Mais pour la petite anecdote, elle m'a sorti l'année dernière, donc à 6 ans, papa. Mais hyper sérieux comme ça, papa. T'es conscient que plus tard, ce sera moi la patronne. Énorme. Et que je te mènerai par le bout du nez. Elle m'a dit cette phrase. Énorme. Il y avait ma femme et tout, on s'est regardé comme ça, tu sais, choqué. Hein? Tu peux répéter? Oui, oui. Énorme. Plus tard, ce sera moi la patronne. Je te mènerai par le bout du nez. Incroyable. Là, je dis, ma fille, premièrement, tu me mènes déjà par le bout du nez. Ça, c'est fait. Et deuxièmement, non, par contre, si toi, un jour, tu seras la patronne, moi, je serai à la retraite, quoi. Enfin, je te laisserai, machin. Donc, je sais pas, tu vois, mais honnêtement, je me suis même pas trop posé la question. Écoute, j'avais pas prévu, mais t'avais fait une story qui m'avait assez marqué, que j'avais trouvé très chouette, que je me suis noté pour plus tard quand j'aurai des enfants. Ah ouais, bien. À ce point-là. Ça me plaît. Bah ouais. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de récurrent ou pas, mais tu fais certaines choses pour lui apprendre certaines valeurs à ta fille. Pour lui donner peut-être des tips aussi sur la vie, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples à nous donner? Parce que moi, j'en ai un en tête où j'ai dit, ah ouais, stylé. Ah ouais. Je le dirais pas parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Ma fille, elle est dure. Elle a quel âge déjà, juste pour contextualiser? Elle a 7 ans et demi, elle va avoir 8 ans là, le 29 octobre. Elle est à fond aussi, tu vois, elle est... Voilà. C'est pas du tout de qui elle tient, quoi. Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup... Et si tu veux, avec ma femme avait un peu des soucis pour la driver sur certaines tâches, certains trucs qui sont relous, tu vois. Genre, je sais pas moi, te brosser les dents, machin, des choses comme ça, tu vois. Et en plus, petit aparté, moi, je préconise toujours de passer avec ton enfant des temps de qualité plutôt que de quantité. Tu vois, je préfère prendre du temps où vraiment je suis avec elle, je fais le truc et tout ça, même une demi-heure, que de prendre 2 heures et en gros, on se prend la tête et on doit prendre le bain et faire des trucs. Bon, bref, petit aparté. Et du coup, on galérait avec ça. Et en fait, je me suis dit, non mais moi, tu vois, j'ai pas réussi à l'école et quand j'ai analysé, c'est parce que j'avais pas de but, pas de quête, pas de sens, pas d'objectif. Je me suis dit, bah tu sais quoi, on va imaginer un truc où elle a un but, une quête, un sens, un objectif. Et donc, on a imaginé un jeu, tu vois. Moi, je suis un ancien joueur de poker. Bon, je joue encore, mais bon, voilà. Et du coup, j'avais des jolis jetons, tu vois, bien lourds, parce que ça, c'est important. Valeur perçue importante. On reprend sur l'Apple le luxe ou du coup le haut de gamme, exactement. Voilà, tu vois, valeur perçue, tu vois, c'est pas juste une petite... un petit jeton éclaté. Petit truc. Voilà. Et je lui dis, écoute ma fille, regarde, je viens de créer un jeu. Ah bon, un jeu? Elle adore les jeux, tu vois. Ouais. Je lui dis, regarde là, tu vois, te brosser les dents. Elle me dit, ah mais ça c'est un jeu. Laisse-moi parler. Te brosser les dents, plein de choses, tu vois, qu'elle aime pas. Évidemment qu'elle aime pas. Et ben ça, si tu le fais, tu gagnes des jetons. Je dis, des jetons? Oui, regarde les jetons là. Elle dit, ah ouais, ils sont beaux tes jetons et tout, je les avais jamais vus et tout. Je sais, mes jetons, je les sors pas, mais tu gagnes des jetons. Elle dit, mais je veux faire quoi de ces jetons? Bien sûr. Donc, t'as compris tous les jetons, machin, ok. Je dis, bah là, t'as le tableau de récompense. Génial. Elle me dit, c'est quoi du coup? Et donc là, elle commence à lire. Elle voit, je sais pas moi, aller au parc avec ma pote, regarder 20 minutes la télé. Tous les trucs qu'elle kiffe, tu vois. Mais qu'elle faisait déjà. Et là, hyper enjouée, elle s'est mise à fond au taf.
Maman, machin, je vais me brosser les dents, 3 jetons, un truc, je fais mon lit, je vais me baigner, je vais machin. Tout, sans lui demander, elle était proactive pour engranger des jetons, faire de l'oseille, enfin de l'oseille, virtuelle. Des jetons. Tu vois, besogneuse, tu vois. Elle va, les jetons, les jetons, les jetons, les jetons. Donc ça lui a appris déjà que t'as rien sans rien. Il n'y a que dans le dictionnaire, moi j'aime à le dire, que le mot récolter arrive avant le mot semer. Donc déjà, ça c'était le premier point. Et deuxième point, ça c'était la première étape. Deuxième point, ça l'a appris à gérer le budget. Ça c'est ouf ça. Parce que elle avait 15 jetons, c'est ce qu'elle faisait. Elle les cramait. Elle prenait tout en télé. Bah, plus de jetons. Je veux faire ça. Eh ben non, t'as des jetons. Non. Ah, ben. C'est énorme. Par contre, tu sais que si tu veux un énorme truc. Est-ce que du coup, par contre, elle se lave les dents 15 fois par jour? Ouais, ça compte pas. Mais oui, 4 fois. Et du coup, donc ça compte pas. Mais en fait, du coup, ah putain, si je dépense tout, si je crame l'oseille, les jetons virtuels, ben du coup, en fait, après, je peux plus faire ça. Ben oui. C'est incroyable. Et du coup, ça nous a servi de ouf. Maintenant, elle fait tout, elle joue au jeu, elle est proactive, ça lui a donné du sens, ça lui apprend à gérer aussi. Elle se dit, ouais, si je dépense tout là, ben après, j'ai plus pour ça. Les gestions de budget, de priorité, qu'est-ce que je priorise par rapport à ce que j'ai envie. Exactement. C'est fort, hein. C'est très fort. Mais vraiment, et tu vois, ça a une valeur perçue. Ça, c'est important, tu vois, c'est quelque chose de... Et elle a l'impression de vraiment aller chercher les choses, tu vois. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, j'irais 1 an et demi. Ça tient? Enfin, ça tient. Tu vois, il n'y a pas une démotivation un peu des fois? Un petit peu. Ouais. En fait, un petit peu. Et du coup, il y a des phases où... Mais en fait, ça a permis d'équilibrer. Ouais, parce que en fait, si tu veux, regarde l'exemple de la télé ou les écrans, tu vois. On essaye de limiter. Mais on va pas se mentir, des fois, c'est un peu la solution. Tu dois faire un truc, tu lui donnes, elle est à fond, et celle le demande en plus, tu vois. Ouais. Donc on essaye de limiter, tu vois. Mais au final, bah, t'as vite fait de regarder 1 heure. Tu te dis, ouais, mais putain, ça fait 1 heure, tu vois. Là, avec ça, il faut les gagner. Donc en fait, tu vas gagner des 15 minutes, ça va pas être facile de gagner 15 minutes. Et quand t'en gagnes 2, bah, est-ce que tu les dépenses? Est-ce que tu les dépenses pas pour ça? Donc, tu vas réguler un temps d'écran en l'ayant gagné, alors qu'avant, tu faisais plus et on te l'avait donné. Ouais. Et c'est toi qui gères ton temps d'écran. Ah oui. C'est-à-dire que t'es plus dans la logique de... Par contre, on n'est pas derrière elle, parce qu'on la responsabilise. Donc, elle a son chrono, elle met, et quand ça sonne, elle arrête. On n'est pas dans la répression. Ouais, par contre, si elle nous fourbe, elle nous a déjà fourbé 1 fois ou 2, oh, là tu nous as fourbé. Donc pénalité. Ouais. Mais en général, elle est très carrée. C'est dénonciation, service des impôts. Exactement, attends, le prélèvement à la source, là je comprends pas. C'est des jetons roumains. Qu'est-ce qu'il y a, il me manque des ronds là, non, mais, tu vois. Mais ouais, c'est cool. C'est à ça que tu pensais? Je pensais à ça, ouais effectivement. Je l'ai trouvé très... Ça m'a marqué, je me suis dit, effectivement, comme tu l'as dit, ça met plein de choses. Tu as une logique de, ok, ça me coûte de faire ça et ça me rapporte. T'as le sens du travail, t'as les priorisations, t'as le côté gestion de budget. Enfin, t'as plein de choses. Et ça, c'est des trucs qu'on t'apprend vraiment pas à l'école. Jamais. Et que tu pourrais mettre en place en classe ou un truc comme ça, tu vois. Mais on t'apprend pas ce genre de choses qui sont des skills hyper importants. Après, t'as des gens, ils savent pas gérer un budget. T'as des entrepreneurs, ils confondent chiffre d'affaires et bénéfices, ils savent pas où est passée la TVA. Non, mais tu vois. Donc, c'est le début d'éducation qui fera pas tout. Je pense que c'est pas mal. Et puis nous, ça permettait de régler plusieurs problèmes d'un coup, quoi. Écoute, je te remercie. Ça, on a bien avancé. Ce que j'aime aussi faire, tu vois, c'est toujours donner le dernier mot de la fin à l'invité. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as une audience qui t'écoute. Ok. Donc là, tu as vraiment champ libre. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à adresser, tu peux soit me l'adresser à moi, soit me l'adresser à la caméra. Ouais. Vraiment tout la sujet. Caméra, c'est celle-là ouais, celle-là, ouais. Ok. Et donc, tu peux faire vraiment
Je te laisse le mot de la fin pour cet épisode, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire du coup au mot de la fin? Est-ce que je fais un truc sérieux? Est-ce que je fais une connerie? Est-ce que... Le micro est à toi. Écoute, peut-être que j'ai pas réfléchi à ça. Hein. T'aurais pu me dire en off quand même. Justement, moi je veux du spontané. Je veux du spontané. Okay. Je veux pas que ça soit préparé, tu vois. Ouais. Ah, de toute façon, je prépare jamais rien, mais au moins savoir quand même de quoi je vais parler. Je suis quand même pas donné du devoir à des multipreneurs, tu vois, avant de venir. Bon, tu sais, ça me dérange pas, je suis un besogneux. L'audience, alors déjà merci de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés jusque-là, vous pouvez mettre en effet la petite fusée sur Insta ou LinkedIn, ça me fera plaisir, même si sur LinkedIn j'y suis plus trop, mais normalement je devrais revenir. Je peux faire ma promo pour ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Du coup, c'est ma nouvelle activité qui est CIME, C-I-M-E, parce qu'on amène des chefs d'entreprise ambitieux à gravir les échelons, à monter en haut de la cime de l'arbre. Donc en fait, si t'es entrepreneur, homme, femme, évidemment, ambitieux, qui a envie de passer au niveau supérieur, qui a déjà en fait une activité, un business qui fonctionne, mais tu sens que t'es arrivé un peu au plafond de verre, que tu vois pas trop la vision et que t'as envie d'aller chercher soit ton premier million, soit d'en faire plusieurs derrière, bah moi je me ferais vraiment un gros kiff de t'accompagner dans cette démarche au travers de sessions de mentorat et puis avec cette approche 360 que j'ai créée et imaginée. Avec la gestion de l'image et tout ça. Et en plus de tout, la plupart du temps, alors je sélectionne les profils parce que c'est hyper important d'avoir des gens aussi qui correspondent aux valeurs, qui je sais qu'ils vont tenir dans le long terme et tout. Mais voilà, j'ai vraiment envie, là en 2025, d'aller écrire des histoires aux côtés d'entrepreneurs et d'amener ma pierre à l'édifice. Donc je me fais un kiff en même temps d'aider les gens. Donc voilà, je fais la petite promo de ça. Et ben écoute, t'as bien raison et on mettra le lien en description. S'il y a des passionnés d'automobile, vous pouvez toujours me contacter pour venir voir des Ferrari, des McLaren, des Lambo, etc. Boire un café, c'est toujours marrant. J'aime bien rencontrer des gens. Voilà, je suis très ouvert, très open, très accessible, très disponible. Voilà, si vous voulez faire une partie de paddle ou un tennis ou venir s'entraîner à la salle. Voilà. On fera peut-être un paddle ensemble. Avec plaisir. Bah écoute, je te remercie. À gauche ou à droite? Je débute. Ouais. Bon, donc on va attendre encore un petit peu. Je peux faire tous les côtés, t'inquiète. Eh ben écoute, merci. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.